Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau LSA TV pour cette nouvelle webconférence La Conso s'engage. Une émission que nous vous proposons avec nos partenaires Henkel, Mondelez et Coca-Cola Europacific Partners et qui sera disponible en replay sur notre site lsa.fr, le site que vous connaissez bien, c'est à peu près 40 000 visiteurs chaque jour. Alors avant de débuter, les deux tables rondes qui s'annoncent passionnantes, je souhaite vous parler du mouvement La Conso s'engage qui a débuté en 2024. On y croit beaucoup, LSA, le mouvement La Conso s'engage. Donc cette webconférence s'inscrit totalement dans cette dynamique portée par LSA et déjà une bonne vingtaine d'entreprises membres, dont celle-ci autour de moi tout à l'heure. Et ce n'est pas fini, je vous encourage à vous inscrire. Vous allez avoir de temps en temps un QR code qui va apparaître sur l'écran. Vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires. Vous connaissez le principe, inscrivez-vous. Alors l'objectif, avancer ensemble pour partager des idées et des solutions au service d'une production, d'un commerce et d'une consommation durable et responsable pour tous les métiers et à tous les niveaux. Je crois qu'on partage tous ces valeurs et il faut y aller. Alors le point d'orgue de ce mouvement sera le premier congrès LSA La Conso s'engage. Il se déroulera le 18 septembre 2024 à la Chênaie du Roi à Paris. Alors, au programme, beaucoup de choses. Des focus réglementaires avec des représentants de fédérations, du commerce et de l'industrie, mais aussi l'autorité de la concurrence. Ce sera très intéressant de les écouter. Nous aurons également des grands moments forts avec des témoignages que nous espérons inspirants et des solutions concrètes que nous savons inspirantes. Alors, il y aura des thèmes, ensemble pour une production et une offre engagée, ensemble pour un magasin et une supply chain engagée, et ensemble pour un consommateur et des prix engagés et engageants. Réservez votre place dès aujourd'hui, je vous y attends nombreux, nous vous y attendons nombreux, ce sera un événement important. Alors, à l'issue de ce congrès, 11e édition des trophées LSA La Conso s'engage. Déjà la 11e édition, vous connaissez bien le principe, vous êtes nombreux tous les ans à venir, à vous inscrire à un dîner quasiment avec 200 personnes, une soirée de célébration et d'inspiration de toutes les initiatives développement durable et RSE du secteur. De nouvelles catégories vont vous permettre de mettre en avant vos entreprises, vos actions, vos équipes, vos salariés. Alors vous allez découvrir les nouvelles catégories à l'écran. Surtout, regardez, c'est quand même très intéressant de montrer tout ce que les industriels et les distributeurs font. Et finalement, lorsqu'on connaît le sujet, on découvre que vous faites plein de choses. Bravo à vous. Alors, venez valoriser votre travail et vos équipes devant plus de 200 décideurs de la grande conso et un jury d'experts reconnus, de grande qualité. Donc, c'est le moment de montrer ce que vous faites devant ce jury d'experts en réservant dès aujourd'hui votre candidature et votre place au dîner et en remplissant votre dossier avant le 30 août. Ce dîner, c'est un moment assez exceptionnel. On parle souvent de tensions entre industriels et distributeurs. Là, tout est oublié. On est vraiment sur de la bonne humeur, le partage de bonnes choses. C'est vraiment un moment important pour tous les acteurs de la consommation et on est généralement environ 200 personnes. Inscrivez-vous. Votre entreprise, vos équipes, vos marques sont déjà engagées et tout le temps de le devenir, mais je crois que vous êtes déjà engagés. Donc il est temps de rejoindre le mouvement La Conso s'engage. Encore une fois, vous voyez à l'écran le QR code, vous pouvez y aller. Je ne peux donc que vous inviter à vous inscrire et à nous rejoindre. Alors, deux tables rondes ce matin. Vous pouvez poser vos questions en direct. Vous connaissez le principe avec un chat. Et vous pouvez également expliquer à vos collaborateurs, à vos équipes, de regarder le replay qui sera disponible sur le site lsr.fr. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Deux tables rondes. La première table ronde, la formation et la sensibilisation interne des équipes aux enjeux RSE, un enjeu important. Et je suis ravi donc autour de la table d'être avec Aurélie Levallois, chef de groupe Vision et Développement Durable France chez Mondelez. Bonjour. Bonjour Aurélie. Yves Gauthier, à ma droite, directeur de la communication et des relations extérieures d'Henkel France et Benelux. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Eddy Ishri, directeur Affaires publiques, communication et RSE de Coca-Cola Europacific Partners France. Bonjour Yves. Et Marc Gunter, direction projet RSE Coopérative U. Bonjour Yves. Bonjour, merci à tous les quatre d'être avec nous. Vous êtes avec nous parce que vous êtes partenaire du mouvement La Conso s'engage. Donc merci à vous et à vos entreprises. Je crois qu'il est bon de montrer tout ce qui se fait. Et surtout dans des temps compliqués. Alors ma première question, elle va être assez simple. On va parler tout simplement comment embaucher, comment retenir, comment former et comment pousser tout simplement, je ne veux pas dire pousser, inciter tous vos salariés à aller encore plus loin, à faire des propositions, à avancer sur ces sujets-là.
Sur la question tout simplement d'attirer les talents. Je vais commencer avec vous Aurélie. Que fait Mondelez pour attirer les talents en se servant de la RSE finalement, en montrant tout ce que vous faites? Alors nous, on a vraiment pris le parti de mettre en lumière notre engagement RSE à travers toute la chaîne de recrutement. C'est-à-dire que dès qu'on veut attirer un talent, on va être présent sur des plateformes comme Welcome to the Jungle, comme Job Teaser, qui nous permettent en fait d'avoir une page dédiée et donc de montrer les engagements RSE de Mondelez à des gens qui sont de plus en plus intéressés. Et ça, on le voit en fait que maintenant, c'est clé pour attirer des talents et notamment les jeunes. C'est vraiment des sujets qui leur parlent énormément. Donc on va leur en parler dès le premier contact avec l'entreprise. Et après, ça va nous accompagner tout au long du processus de recrutement, que ce soit dans les partenariats qu'on a avec les écoles. Donc par exemple, on avait un partenariat avec l'IESEG, dont Amélie, notre DG, était marraine, et donc qui a pu faire une conférence pour mettre en lumière la façon dont les leaders peuvent agir demain sur ces enjeux du développement durable. Voilà, donc c'est des exemples pour Mondelez. Et c'est vrai que la dirigeante de Mondelez France est très impliquée sur ces sujets. Voilà, exactement. Partenaire depuis longtemps des trophées LSA à la consommation. Yves Gauthier, Henkel, comment vous mettez en avant tout ce que vous faites pour recruter, pour cette fameuse image d'employeur? Ouais, l'image employeur, elle est importante, mais elle est surtout importante parce qu'il y a 2/3 des 18-30 qui nous disent on va être capable de refuser un poste si l'entreprise n'est pas engagée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix, ça veut dire qu'il faut y aller, et ça va dans les deux sens. Ça veut dire d'une part qu'on va effectivement mettre en avant ce qu'on sait faire et on va offrir du sens à ces nouveaux embauchés. Et c'est ça qui va les intéresser. On va leur dire, vous allez, vous, être les moteurs de justement la conso qui s'engage. Vous allez en faire votre métier, la conso qui s'engage. Et ça leur parle. Et on en a besoin aussi dans l'autre sens, parce que si on n'a pas des jeunes et des nouveaux embauchés qui sont absolument convaincus qu'il faut y aller, on ne pourra pas y aller. On n'est rien sans nos équipes. Donc il faut absolument qu'il y ait cet aller-retour entre les équipes, le sens et la RSE, et c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour. Eddy, pourquoi Coca-Cola? Oui, c'est à peu près la même chose. Nous, la logique et en tout cas la vision RSE, elle est vraiment intégrée dans notre stratégie. Donc à partir du moment où on aura un contact avec des jeunes ou avec des personnes qui sont attirées par ces CEP, Coca-Cola Europe Pacific Partners, on va expliquer ce qu'on fait. Donc ça démarre aussi avec nos équipes recrutement pour que eux puissent déjà, dès le premier instant, dès le premier moment, expliquer ce qu'on fait, dire que notre vision est vraiment intégrée dans notre stratégie d'entreprise. Et ensuite, c'est vraiment tout un parcours à partir du moment où il y a un jeune talent ou un talent qui arrive. Évidemment, dans son parcours d'onboarding, dans son parcours d'accompagnement, il y a ces éléments de vision de la stratégie et également de la partie RSE qui fait partie réellement de notre vision. Et puis, je dirais aussi, on a des opportunités de prise de parole également avec nos différents interlocuteurs. Et donc là aussi, à chaque opportunité, on explique ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un élément qui est directement intégré dans notre stratégie. Alors Marc, j'ai un premier piège que je vais essayer d'éviter ce matin, c'est de ne pas dire Système U. Donc Marc, pour Coopérative U. Alors je vais pas redire ce qu'ont dit mes collègues. Effectivement, j'ai le chiffre 76% des jeunes, effectivement. Donc on est obligé de passer par la case RSE. Donc tout le processus, je dirais, de recrutement passe par ces cases-là. Nous, ce qui est important, je repense ce que vous avez dit, c'est surtout donner le sens, mais aussi que le collaborateur puisse trouver un intérêt personnel. Je pense que c'est les deux qu'on essaie de lui faire comprendre. C'est qu'à la fois, ça donne du sens sur ce que fait l'entreprise, ce que fait l'enseigne, ce que fait la marque. Et ça tombe bien, c'est la même. Et elle a les mêmes valeurs, elle a le même discours. Donc, il y a des preuves concrètes. Mais en même temps, chacun peut aussi être réellement acteur. Et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup en disant, non seulement, voilà ce que fait l'entreprise, mais chacun, dans chaque activité, il y a concrètement des choses à faire. Donc, chacun peut y trouver aussi son épanouissement, quoi. Donc, on mise vraiment sur ces deux leviers. Mais dépassons le constat, je crois qu'on partage tous le constat, et vous l'avez dit, Aurélie, que les jeunes notamment, mais pas que les jeunes, veulent des informations, veulent rentrer dans des entreprises responsables. Mais que faites-vous pour répondre à cette attente, je dirais, au niveau du recrutement, au niveau de la formation des gens qui recrutent et qui sélectionnent? Il faut qu'ils aient la réponse lorsqu'ils ont les jeunes en face d'eux. Que mettez-vous en place pour recruter différemment et répondre à ces attentes? Pas juste sur le constat, mais sur l'action.
Lequel veut bien se lancer? Je veux bien me lancer. Coca. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que dès le premier contact, dès le premier instant, on doit être capable d'expliquer ce qu'on fait. Et donc, les fonctions, les directions de RSE, elles sont dans leurs fonctions, mais c'est toute l'entreprise qui doit être à même de faire ça. Donc, il faut former, il faut être en mesure et en capacité de former, par exemple, les équipes talents pour qu'elles puissent délivrer dès les premiers instants les messages qui font partie, en fait, de la stratégie d'entreprise. Donc, ça passe par là. C'est-à-dire pour nous, notre conception, c'est vraiment une conception intégrée. La RSE, elle n'est pas à part. Et donc, dans toutes les fonctions, on doit se l'approprier, et y compris auprès des fonctions de recrutement, exactement, pour qu'elles puissent ensuite développer les premiers messages et puis répondre aux premières questions. C'est vraiment fondamental, sinon on manque vraiment un maillon important de la chaîne. Oui, s'il y a un blanc au moment du recrutement, c'est pas l'idéal. Yves? Non, moi, je voudrais rebondir. Je trouve ça très juste quand vous dites qu'il faut passer, parce que quelque part vous dites qu'il faut passer à l'action. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans toutes les entreprises. On peut dans toutes les entreprises aller proposer à nos jeunes embauchés d'aller faire des opérations caritatives. Et puis il y a des choses qu'on doit faire dans notre entreprise parce que c'est notre métier. Et donc c'est dans toutes les activités qu'il faut passer à l'action dans notre métier. Et c'est là que se fait la différence, où c'est pas simplement un engagement individuel et collectif qu'on va proposer aux jeunes embauchés, mais on va leur proposer un engagement professionnel. Et ça, c'est super important. Donc ça va passer effectivement par des discussions lors de la phase de recrutement, mais ça va aussi leur dire, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir, vous, donner vie à la RSE dans l'entreprise. Et vous avez un exemple en tête? Par exemple, on a des groupes de travail sur l'ensemble de nos activités qui créent la différence. Des logisticiens chez nous, ils viennent et ils travaillent sur le projet Fred 21, qui est un projet qui est fait en partenariat avec l'ADEME pour réduire nos émissions de carbone sur les transports. Et on a baissé, grâce à ça, de plus de 11% en 3 ans nos émissions de carbone. Donc on leur dit, c'est vous qui allez faire la différence. Marc, il y a une problématique qui est différente pour les distributeurs. Il y a le siège à Rungis, donc là, il y a des responsables du recrutement, on va dire, mais en magasin. Alors, en magasin, je dirais, ils font de la RSE sans le savoir, puisqu'aujourd'hui, on leur parle beaucoup déjà d'anti-gaspillage, et ça, c'est quand même du quotidien, de pratiquement toutes les équipes, alors dans nos magasins, mais je pense aussi chez nos confrères, et c'est quelque chose de réel, puisqu'aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de passer en formation où j'emmenais des nouveaux collaborateurs en visite magasin, et je leur expliquais que voilà, tout le circuit d'anti-gaspillage et de recyclage, aujourd'hui, on a en tout cas des magasins qui sont optimum mais qui sont pratiquement à zéro déchet, quoi. Et à zéro déchet parce que tout est recyclé via vraiment un circuit, ça repart en économie circulaire sur les produits, donc ça c'est vraiment top. Et puis sur le gaspillage alimentaire avec l'obtention du label, c'est quand possible, et puis vraiment travailler là-dessus. Donc les équipes sont vraiment, sur ces deux sujets-là, sont vraiment à fond, quoi. Sans même à la base savoir que c'est de la RSE finalement, et que c'est les premiers leviers de la RSE, c'est ce qu'attend le client en priorité, c'est le gaspillage, quoi, quand on parle de ça. Après, bien sûr, on va leur parler de produits de saison, on va leur parler d'handicap et des heures calmes. Voilà, il y a d'autres sujets qui vont traverser, mais dans un premier temps, c'est déjà chacun dans son activité. Donc, c'est vrai qu'à sur la ligne de caisse et sur les RH, on sera plus sur des sujets RH et inclusion. Et puis sur les équipes vraiment point de vente, je pense que les deux gros sujets qui sont le gaspillage et le recyclage les préoccupent quand même énormément. Et aujourd'hui, en magasin, on est limite zéro déchet. Quand, voilà, pour avoir été il y a 30 ans en magasin, on avait une benne où on retrouvait tout, quoi. Et quand j'ai tout, c'est alimentaire, emballage, produits cassés, enfin voilà, et on compresse, enfin c'était pas beau à voir. Aujourd'hui, à part la balayette et la poussière, normalement on met plus rien, quoi. Donc, lorsqu'on a préparé ce webinaire, vous m'avez bien expliqué que vous étiez donc rattaché, et vous avez expliqué que c'était important, à la RH. Oui. Expliquez-nous. Alors effectivement, un peu comme chez Coca, nous, la RSE, tout le monde doit en faire. Donc il n'y a pas franchement de direction, si ce n'est la mienne, mais l'idée quand même, c'est de dire que voilà, c'est déjà dans le cœur de la stratégie de l'entreprise, et derrière, toutes les directions doivent embarquer le sujet. C'est vraiment le gage de réussite. Donc moi, rattaché à la RH, pourquoi? Puisqu'il y avait un gros sujet déjà, un gros sujet comme RH. Nous, on a 4 piliers dans notre RSE. Un, c'est localement impliqué. Bon, ça c'est le pilier de nos magasins, c'est notre ADN, c'est notre histoire, c'est notre raison d'être. 2, humainement engagé. Et le humainement engagé avec, je pourrais vous citer un catalogue de mesures où l'entreprise souhaite vraiment se démarquer, et en luttant contre toute forme d'exclusion, et en proposant l'ascenseur social, avec une dernière campagne de marque employeur sur Trouve ton sommet, donc vraiment dans une logique de dire, on pouvait rentrer chez nous
en job dating, vous pouvez finir directeur de magasin, voire associé. Donc, c'est une des rares branches ou sociétés qui permet ça. Voilà. Et après, effectivement, troisième axe de la politique RSE, une consommation accessible à tous, d'où notre présence dans LSA Conso, puisque sans l'offre, c'est comme notre métier de base, on ne fait rien. Et le dernier axe, c'est embarquer le client, puisque pareil, si on n'embarque pas le client, il ne se passe rien non plus. Et donc là, on est tous forcément mobilisés. Je veux dire, il n'y a pas un service, je peux vous faire la liste, il n'y a pas un service, il n'y a pas une activité qui n'est pas concernée. Du coup, nous, notre rôle, il n'est pas trop ni offre, ni marketing, ni qualité ou carbone, il est vraiment de coordonner l'ensemble des feuilles de route, de l'ensemble des activités. Est-ce que ça se perçoit au niveau des jeunes Système Coopérativu, ça y est, je l'ai dit, j'ai eu tort. Coopérativu travaille cette marque employeur depuis des années, et même, on va dire, avec l'ancien président, même du temps de Serge Papin, ça avait commencé. Ça se perçoit auprès des jeunes? Ils sont conscients que vous avez un travail sur la durée? Non, parce que ce serait trop, Ça serait trop simple. Et puis on a, comme tout, je pense, beaucoup de soucis et de recrutement et turnover, surtout dans les magasins. Ça, parce oui. que Actuellement, c'est Covid pas est passé par là quand Ouais, même. ouais. Vous m'auriez posé la question avant le Covid, je vous aurais dit oui. Là, on a quand même vu, même si ça. Par contre, du coup, ça a mobilisé les magasins, quoi. Ça a mobilisé les magasins. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine de magasins qui sont Greatest Place to Work. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis en place des choses. Déjà pour retenir, le premier bon recrutement, c'est le recrutement qu'on n'a pas à faire. Donc c'est le collaborateur qu'on garde, quoi. Donc première chose, c'est déjà ça, quoi. C'est de les garder, c'est que les gens se sentent bien. On entend de plus en plus parler de semaines de 4 jours, de bien-être au travail, de fermer le jour. J'ai eu un magasin qui faisait une affiche, nous sommes fermés tous les dimanches en été pour que nos collaborateurs puissent avoir une journée de repos. C'est des choses qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années. Mais il n'est pas dans une zone touristique. Il n'est pas une zone touristique certainement, mais c'est des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Ça prouve bien qu'il y a eu un inversement de logiciel complètement, et on aimerait tous effectivement que ça transpire plus, que ça soit plus perçu, d'où le travail qui reste important. Alors la personne est embauchée, qu'est-ce que vous mettez en place tout simplement pour qu'elle soit éduquée, entre guillemets, formée au développement durable? Qui veut bien se lancer? Aurélie? Moi, je peux me lancer avec une action toute simple qu'on est en train de mettre en place. En fait, dans le parcours d'intégration de tous les nouveaux salariés, on déploie la fresque du climat. Donc, on va la mettre en place tous les 3 mois pour justement permettre à tous les nouveaux entrants de pouvoir avoir cette sensibilisation que vous connaissez bien et qui a été, je pense, assez largement déployée, mais qu'on finit de déployer en interne. Et on va faire ça de façon récurrente pour les nouveaux entrants. Voilà, une action simple, mais efficace. Fresque du climat, tout le monde l'a fait ou Oui, qu'est-ce que vous en pensez? 100% des équipes l'ont fait, 100%. y compris dans les usines, Mm-hmm. ce qui demande une logistique un peu particulière. C'est super intéressant, ça fait partie de la sensibilisation, comme on a fait aussi des ateliers avec Carbon 4, ce qui s'appelle MyCO2, qui est un peu ludique. C'est super intéressant. Ensuite, je pense qu'il faut aussi aller plus loin, et c'est la première étape de quelque chose. C'est-à-dire que derrière, la dernière partie de la fresque du climat, c'est regarder quelles peuvent être les actions qu'on peut mettre en œuvre. Derrière, il faut travailler sur la sérialisation de ces actions pour effectivement passer à l'action. Il ne faut pas se contenter de sensibiliser. Voilà. Il ne faut pas se contenter d'expliquer, il faut faire. Voilà. Coca-Cola, fresque du climat ou pas Non, on a eu d'autres outils. En fait, le premier point, c'est effectivement dans le parcours d'intégration, on a des formations à la RSE pour présenter effectivement notre stratégie. Et ensuite, ça dépend aussi du rôle du manager, parce qu'on ne peut pas tout porter à la façon avec laquelle il va justement accompagner les salariés, accompagner la personne qui arrive pour expliquer tout ce qu'on fait. Et puis, il y a des temps importants également dans l'entreprise d'information, des town halls, des éléments comme ça, où à chaque fois, on relaie notre stratégie, on essaye d'expliquer au mieux l'implication entre notre stratégie, nos actions et la RSE. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de faire en sorte que la RSE soit à part. Ça serait une grosse erreur. Elle est vraiment intégrée, donc ça fait partie vraiment des éléments constitutifs du dialogue aussi avec nos salariés. Et puis, on peut aussi, par moment, mettre des événements en place parce qu'il y a une nouvelle feuille de route, parce qu'il y a une action importante, et c'est ce qu'on fait. Et tu le disais, ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir sensibiliser et toucher l'ensemble des salariés. Parce que c'est différent entre la force de vente,
les personnes qui sont au siège, les personnes qui sont dans les usines, c'est pas exactement la même manière de travailler. Il faut qu'on fasse attention à pas se focaliser uniquement sur ce qui est plus simple, c'est-à-dire les personnes au siège. C'est très facile de les sensibiliser et de les toucher, mais on met en place à chaque fois des actions pour que dans les usines, ça puisse être adapté, sur le terrain, ça puisse adapter également. Donc il y a tout ce parcours évidemment d'intégration, mais ensuite la vie du salarié, elle est rythmée aussi par ces différents temps de communication qu'on met en place avec vraiment la logique de toucher l'ensemble des populations. J'ai noté l'opération Super Ambassadeur, c'est ça? Alors Super Ambassadeur, ça vient encore après. Ouais. C'est un super programme qu'on a mis en place. Déjà, le principe, c'est que tous nos salariés sont des ambassadeurs. C'est-à-dire que tous nos salariés doivent être capables de se sentir concernés et puis ensuite de pouvoir expliquer. Et puis on a été un cran plus loin avec un programme très ambitieux qui s'appelle Super Ambassadeur, où on va réunir pendant 6 jours, étalé pendant toute l'année, un groupe de salariés, par à peu près des groupes de 30 personnes, pour vraiment aller en profondeur sur l'ensemble des sujets RSE. Donc 6 jours, c'est un investissement massif pour nous, en temps, pour l'entreprise, pour le salarié. Mais c'est vraiment une façon pour nous très, très ambitieuse de montrer ce qu'on peut faire. Et ensuite, ces super ambassadeurs, eh ben, ce sera autant de relais en interne pour pouvoir expliquer ce qu'on fait, aller plus loin sur des enjeux ou relayer nos positions. Donc c'est un programme vraiment qui marche très, très bien, même en termes de levier d'engagement. C'est extraordinaire comme programme. Et ensuite, ça nous apporte des résultats aussi très importants. Marc, redites-nous finalement comment ça s'organise dans un magasin U. Qui est responsable du développement durable et de la RSE? Alors, historiquement, la RSE a une fibre qu'on appelle chez nous QSSE, donc qualité, sécurité sociétale et environnementale. Donc, on trouve déjà quelques mots dans le terme. Donc, souvent, ceux qui sont un peu les experts. Mais c'est une entrée principale, alors justement sur tous les sujets de mettre en place l'économie circulaire, mettre en place les tests sur les recyclages, on en a énormément en cours, bien sûr sur le tri, sur la seconde main, voilà, sur tous ces sujets, on va dire, liés à l'offre. Et puis aussi la RH, parce qu'on estime effectivement que la partie RH est aussi importante. Là, on a mis en place ce qu'on appelle le Cali Management. Donc en gros, c'est des tableaux de bord où les magasins vont se comparer avec des indicateurs RSE, les uns aux autres, avec une notation. Donc simplement, chez nous, ça marche par émulation, donc voilà, ça leur permet de simuler. Donc côté RSE. Et puis le troisième, bien sûr, c'est l'associé, puisque c'est lui qui doit mener à travers plein de chantiers. Nous, on vient de terminer, par exemple, ce qu'on appelle les JNA, donc les journées agricoles, où là, on a eu 900 magasins qui ouvrent les portes aux agriculteurs, donc pendant un week-end. Donc voilà, toutes ces animations-là qui sont vraiment du coup embarquées par l'association. Je connais une enseigne d'indépendants qui dit si les prix ne respectent pas un certain corridor de prix de l'Opus, vous pouvez avoir l'enseigne supprimée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, qu'un magasin qui ne respecte pas, on va dire pas un corridor de prix, mais un corridor de responsabilité pourrait, dans ces cas-là, perdre son enseigne? Alors, ça doit arriver rarement, mais sur le principe, oui, puisque là, même dans la marque, parce que c'est quand même, je dis souvent, la marque, c'est ce qui est le plus précieux à part nos enfants, a priori. Donc, dans la marque, la stratégie RSE, il y a inscrit, quoi. Aujourd'hui, c'est agir pour une consommation à prix bas et responsable. Donc, je dis toujours, on a deux pieds, un pied droit, c'est prix bas, un pied gauche responsable. Et donc, voilà, c'est ça notre mission. Et à partir du moment où c'est la mission de la marque, et que la marque, elle est marque enseigne, marque produit, marque employeur, dans tous les cas, effectivement, on voit mal un magasin ne pas être dans ces clous-là, quoi. Et puis, il serait le premier qui se punit, et ses collègues, je pense, sauront lui dire. La force d'un groupe intégré, c'est de pouvoir dire de là-haut, j'impose tout ça à mes magasins. La force d'un groupe d'indépendants, c'est de pouvoir dire, voilà, toutes les bonnes initiatives, et elles remontent, elles se partagent pour tout le monde. C'est surtout pas faire là-haut, il faut faire comme ça, effectivement. Mais vous, est-ce que vous arrivez à faire les deux? Oui, par exemple, sur le local, qui est vraiment un point essentiel chez nous, on a mis en place un site. Et là, les magasins alimentent de toutes leurs animations, donc tous les week-ends, voilà, on découvre les produits de saison, on découvre les produits locaux, on découvre la visite des écoles, on découvre la visite d'une entreprise. Voilà, vraiment la vie du magasin et tout l'aspect local et économie locale. Donc ça déjà, c'est bien animé, et ceux qui s'animent finalement, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est leur partager et animer. Sur la RH, pareil, on leur donne un outil et ceux qui font. Après, c'est vrai que sur l'offre, il faut conjuguer l'ensemble, et puis
Là, ça, je dirais, c'est des magasins qui vont aller, voilà, qui vont tenter. Des magasins qui nous appellent en disant, moi, je vais tester tel système de réemploi avec Petrel. Là, on fait le test, quoi. Et puis, des fois, c'est nous qui les appelons, on fait le test. Mais il y a beaucoup d'initiatives locales. Et voilà, moi, j'ai 2 magasins qui sont magasins à mission. Donc, voilà. Et un magasin qui veut être génératif. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Les magasins, il y a les Arcs, je crois. C'est lesquels, les 2 magasins? La Madeleine aussi. Voilà. Lille, voilà. Et donc, on a bien la logique où c'est à travers les réussites du magasin qu'on va ensuite les mettre en avant, les accompagner, les mettre en avant et donner envie aux autres de faire pareil. Mais toute proportion gardée, je fais une comparaison osée. Le digital a un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de tests partout. Et ce qui est dur, certainement, c'est de ne pas s'éparpiller, de faire les choix et de les partager par tout le monde. Vous en êtes là un petit peu? La comparaison est osée? Oui, sur certains sujets. Typiquement, le réemploi, on est là-dessus, quoi. On apprend, même, il faut trouver les modèles économiques. La seconde main, tout le monde en parle. Tout le monde cherche le modèle économique. Le modèle économique, il n'est pas encore là. Donc tout le monde le cherche d'une manière. Donc là, au contraire, il faut laisser vraiment l'expérimentation se faire, quoi. Côté industriel, il y a ce même souci de coordination, de montrer le bon exemple, parce que c'est pas forcément simple de coordonner entre un marketeur, un commercial et quelqu'un qui va concevoir dans les usines les produits. Ils ont peut-être des avis divergents sur ce sujet. Ouais, alors je crois qu'il y a une base commune, et c'est de la formation générale sur la RSE, comme tu le disais, où par exemple nous on met en place avec l'IESE une business school de Barcelone partout pour tous les salariés dans le monde. Une base commune, c'est ce que vous devez savoir sur l'engagement de l'entreprise en matière de RSE. Et ensuite il faut aller dans le métier. Et c'est là où je vous rejoins, effectivement, il faut vraiment aller dans le métier. Et par exemple, en France, on a monté spécifiquement une formation pour 150 commerciaux, marketeurs, catman, pour les former à la communication responsable, pour éviter toute velléité de greenwashing. Vous savez, parfois, c'est pas facile de lire les... On en a vu. Voilà, parfois, c'est pas facile. Et pour communiquer de façon complètement responsable. Et ça veut dire, par exemple, que quand on conçoit une PLV, on va essayer de faire une PLV qui est recyclable. Mais c'est pas une démarche qui est depuis la nuit des temps comme ça. Ça demande de la formation, ça demande du professionnalisme. Et donc c'est cet aller-retour entre une formation générale et des formations appliquées à chaque métier. Même constat Oui, même constat. Et c'est vraiment un effort de tous les instants, je dirais, pour réexpliquer notre cadre, réexpliquer la vision et réexpliquer nos priorités. Par exemple, on va encore la développer avec AXA Climate School, un programme pour justement montrer, ce programme, montrer l'ensemble des engagements que l'on mène. Par exemple, il y a un sujet très important pour nous qui est l'eau. La gestion de l'eau, la ressource en eau, comment on compense aussi, on redonne l'eau qu'on utilise. Donc ce sont des sujets pas forcément très faciles à appréhender, sans justement tomber dans le greenwashing, expliquer réellement ce qu'on fait. Donc c'est un effort de tous les instants pour que l'ensemble des salariés puissent comprendre ce qu'on fait. Ensuite, on parlait d'initiatives locales intéressantes, par exemple sur le réemploi. On teste beaucoup en ce moment le réemploi. Ce sont des tests. Donc, dans les tests, il y a les tests et l'apprentissage. Est-ce qu'on apprend de ces tests? Donc, on est dans ces phases-là pour se dire, on fait des tests, qu'est-ce qu'on en retient et ensuite, comment ça va ou non mettre en avant notre action. Donc, il y a ces éléments-là. Mais ce qu'on essaye toujours de faire, c'est qu'il y a un cadre très précis sur notre ambition. Et généralement, les politiques de RSE, elles ne changent pas tous les 4 matins. Heureusement, il y a des indicateurs, il y a des visions long terme. C'est plutôt les lois qui changent. C'est plutôt les lois qui peuvent... Et entre les lois européennes et françaises, ce n'est pas toujours simple. Donc, on a notre vision à net zéro en 2040, avec des points d'étape en 2030. Donc, ça ne va pas changer tous les 4 matins. Mais c'est d'expliquer comment on progresse, comment on y arrive, pour que chacun puisse comprendre le cadre dans lequel il évolue. Nous, chez Mondelez, la question qu'on s'est posée, qui est peut-être vous occupe aussi, c'est comment dans un grand groupe avec des engagements au niveau monde, on peut accélérer en local sur la partie RSE. Et en fait, on a vraiment eu envie d'agir sur ce qui est dans nos mains. Et donc, on a créé l'année dernière une gouvernance. Et pour vous répondre sur la partie comment ça fonctionne entre les services pour que tout le monde soit engagé, en fait, l'idée, c'est que vraiment, il y a des représentants cross-fonctionnels au sein de cette gouvernance. Donc, on a aussi bien une personne qui vient des usines, on a un représentant des RH. Voilà, donc l'ensemble des services de l'entreprise qui sont représentés. Et cette gouvernance a vraiment mandat
pour accélérer du coup nos actions RSE et pour infuser aussi dans les services. C'est-à-dire que par exemple, il y a quelqu'un au niveau du transport qui va du coup créer, qui fait partie de la gouvernance France et qui va créer une gouvernance au niveau supply pour accélérer du coup des plans d'action spécifiques sur la supply. Donc c'est vraiment comme ça en fait, c'est en partant des salariés, où on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut être davantage acteurs et être tous acteurs comme vous l'avez tous dit, je pense que c'est un motto qui nous occupe tous, mais être tous acteurs et que ça vienne en fait de chacun des services. Justement, vous avez parlé de l'international, je me souviens des propos de Dominique Schelcher, donc président de Coopérative U. Je ne sais pas s'il avait raison, mais j'espère qu'il avait raison. Il avait dit, j'aimais bien sa phrase, le commerce français est un modèle pendant des décennies. Il l'est un petit peu moins, mais il pourrait le redevenir dans sa gestion du développement durable et de la responsabilité. Donc comment vous voyez, vous qui êtes dans des entreprises internationales, sur ces sujets de formation, d'implication des équipes, la France, on se situe comment lorsqu'on s'appelle Mondelez, Coca, Nickel allez Yves. Alors, on est moteur ou on n'est pas moteur? On se situe, raison, ou pas on se situe plutôt bien. Moi, je trouve que Dominique Schelcher chez Coopérative U, je l'ai dit aussi, il est plutôt bien parce qu'effectivement, on est en avance. Alors, c'est vrai que le cadre réglementaire français nous a poussé à être en avance. Il faut quand même être honnête, la loi AGEC, la loi climat résilience n'existe pas ailleurs. Le cadre sur justement la publicité et l'encadrement des ce qu'on appelle les allégations environnementales en France est quand même beaucoup plus strict que ce qu'il est dans les autres pays européens. Il y a une directive européenne qui vient d'être passée, elle sera applicable d'ici 2026 dans tous les pays de l'Union européenne et qui va justement permettre, et c'est bien aussi, de faire remonter les autres pays européens au niveau de la France. Mais clairement, on est en avance et ça se voit aussi dans l'implication de nos salariés. C'est-à-dire qu'on a des salariés en France qui veulent vraiment passer à l'action. Ils sont passés du stade de « ce serait bien, ce serait sympathique, nice to have », comme on dit, à « on passe à l'action ». Et ça, c'est clairement une dimension qui en France est en avance, je crois. Il dit comment on nous regarde d'Atlanta. Alors, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'en France, on est en avance sur certains sujets. On a une sensibilité sur les enjeux RSE beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Ça s'explique effectivement par le cadre réglementaire, mais aussi peut-être par une sensibilité et une attention plus forte des salariés, de nos parties prenantes. Donc ça nous pousse, ça pousse tout le monde et nos clients, nos fournisseurs vers une logique commune. Donc ça, c'est très important. On peut le voir comme un challenge supplémentaire en disant bon, c'est parfois très compliqué parce qu'on est trop en avance par rapport à un certain nombre de directives et donc on est généralement des entreprises internationales, donc il faut qu'on ait aussi un cadre européen intéressant. Mais moi je le vois plutôt comme une opportunité de pousser les choses, d'être très en avance, de recueillir aussi ce que font nos salariés, de discuter avec nos clients pour avancer sur différents sujets et de manière plus en anticipation que ce qu'on pourrait trouver dans d'autres pays. Et moi, je pense qu'on a un vrai rôle à justement être un peu leader et à pouvoir initier des choses. Par exemple, nous, on a initié un partenariat avec Too Good To Go sur le gaspillage alimentaire dont vous parliez tout à l'heure. Et voilà, on est en train de le montrer pour qu'il puisse être déployé dans d'autres pays éventuellement. On a aussi été pionnier avec la charte Harmonie sur la culture du blé qui a été lancée en 2008 en France. Et voilà, c'est aussi, la France peut vraiment, je pense, inspirer les autres pays et on peut avoir ce rôle-là parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on a des consommateurs aussi qui sont sensibles à ces aspects. Marc, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux et vous demander si Dominique Schelcher avait... De toute façon, on espère surtout qu'il avait raison. Surtout, donc vous n'êtes pas beaucoup présent à l'international. En revanche, Coopérative U est présent dans des fédérations de coopérateurs au niveau européen. Et je pense que Dominique doit rapporter des informations. Comment vous avez ce regard par rapport au commerce, on va dire en Europe, sur l'état du marché français sur cette question de formation et de sensibilisation? Mais je pense qu'effectivement, nos équipes et nos consommateurs sont, et puis on voit bien, sont en avance. Et on le voit même à travers le Nutri-Score, bientôt l'Eco-Score, je ne sais pas comment il faudra l'appeler. Donc on voit bien qu'on a une batterie de normes au niveau des magasins aussi. Quand je vois... par obligation ou par intérêt ou par que ce soit des intérêts financiers, des intérêts de développement de mètres carrés sont plus possibles. Donc on peut se développer si on montre qu'on est vert quelque part, que le projet est responsable pour avoir les prêts de la même manière. Donc
de toute façon, je pense que effectivement, la pression environnementale, législative, consommateur, fournisseur, enfin globale, fait que dans nos magasins, en tout cas, ces sujets-là sont largement embarqués, quoi. Et ce qui est peut-être moins, enfin, en tout cas, ce qu'on observe est moins le cas pour l'instant. En tout cas, au niveau des magasins et chez nos collègues et on va dire européens, et entre autres. Après, il peut que dans certains pays, effectivement, on sait que dans certains pays, il y a des sujets qui en plus de, voilà, le sujet de la viande peut être plus traité différemment qu'aux Pays-Bas, où ils ont vraiment, je ne vais pas dire de l'avance, mais en tout cas, ils ont plus bougé sur ce sujet-là. D'autres pays, c'est plus sur le vrac, d'autres, voilà. Donc, l'Allemagne sur la consigne, forcément, on va plutôt aller voir chez eux que chez nous. Donc, il y a quand même, voilà, on peut aussi s'inspirer finalement de ce qui existe déjà ailleurs et qui fonctionne, quoi. Et vous avez des cas ou pas de solutions qui sont venues d'étrangers dans d'autres pays, qui sont arrivées en France? La consigne, donc oui, c'est une solution qui est évidente pour rattraper le retard qu'on a en France malheureusement sur la collecte des bouteilles en PET et des canettes. Donc il y a des solutions parmi d'autres leviers comme la consigne. Lorsqu'on est un groupe international, on a la chance justement de regarder ce qui se passe ailleurs et de comparer et de pouvoir aussi inciter à mettre en place un certain nombre d'initiatives. Donc par exemple, la consigne pour recyclage et pour réemploi, qui changerait réellement la donne en matière de gestion d'économie circulaire, de gestion des emballages, et y compris de simplification du geste pour le consommateur. Donc ça, on s'en inspire. Tout comme nous, on peut aussi, on a 5 usines en France, échanger aussi avec nos autres collègues sur des initiatives très concrètes qu'on a mis dans nos usines, par exemple, pour baisser le ratio d'eau qu'on utilise ou accélérer notre décarbonation. Donc ça serait idiot de ne pas pouvoir regarder ce qui se passe à côté, justement lorsqu'on a des équipes intégrées, lorsqu'on a la chance aussi d'avoir un groupe international pour regarder ce qui se passe un peu dans les pays voisins. Alors les équipes sont recrutées, les équipes sont formées. Comment les inciter, entre guillemets, à faire du dépassement de fonction? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la seule solution, c'est prime, intéressement, etc. sur des indicateurs? Est-ce que c'est d'autres solutions? Parce que là, c'est un peu trop la carotte et le bâton. Qu'est-ce que vous mettez en place? Les deux, mon capitaine. On m'a jamais appelé capitaine. Non, mais la prime, l'aspect, je dirais, pécunier, il est important, mais c'est aussi créer une culture de l'engagement. Tout comme dans des entreprises, dans des domaines très sensibles, aéronautique, spatiale, on dit il faut créer la culture de la sûreté. Et ben, chez nous, c'est là qu'on s'engage, je le vois en face de moi, et donc il faut créer cette culture de l'engagement. Donc il ne s'agit pas simplement de donner l'information, il faut la rendre aussi désirable, et il faut rendre l'action désirable. Et ça passe par aussi rendre accessible un certain nombre de choses. Par exemple, si on parle des scopes 1, 2, 3 et des objectifs, tu parlais tout à l'heure de net zéro ou des objectifs SBTI, c'est pas quelque chose de super simple à aborder par tout le monde. Comment on arrive à rendre cette dimension qui est absolument fondamentale accessible à tout le monde? Et ce qu'on fait avec nos partenaires externes, comme par exemple avec Open Climat, pour rendre accessibles nos données climat, de la même façon, c'est aussi utile en interne. Et tout ce qui va permettre de rendre, parce que on sait très bien, on publie tous des rapports environnement, le nôtre il fait 173 pages, je ne sais pas qui lit 173 pages. Mais en revanche... Pas en papier, j'espère. Digital. En revanche, ce qui est super important, c'est de rendre accessible cette information. Et tu parlais tout à l'heure de faire des événements, de rencontrer les gens en direct lors des town halls. C'est avec tout ça qu'on va réussir à rendre les choses accessibles. Et puis créer une culture de l'engagement, c'est aussi offrir des opportunités à tout le monde de s'engager. Donc nous, on a monté avec un groupe de salariés une plateforme de l'engagement où les gens peuvent s'inscrire pour aller, par exemple, en magasin avec l'Armée du Salut pour faire une collecte, qui peuvent s'inscrire pour participer à un groupe de travail sur, on parlait de la PLV, travailler sur des PLV plus recyclables, pour se former aussi. Et donc c'est tout ça qui va créer, avec des rendez-vous réguliers, qui va créer une culture de l'engagement. Et cette culture de l'engagement, elle est absolument fondamentale.
Culture de l'engagement chez Mondelez. Complètement d'accord, et moi je pense que c'est aussi important à chacun de s'engager à la hauteur de ce qu'il a envie de s'engager, c'est-à-dire que tous les salariés trouvent aussi, selon leur nature et leur envie, la possibilité de s'engager. Nous, on a peut-être 2 initiatives à mentionner, un peu comme ce que vous venez d'évoquer, mais une plateforme qui s'appelle Changemakers, qui est une plateforme globale, qui est une plateforme en fait de volontariat, d'action solidaire. Et donc en France, on vient de la lancer au mois de mai, là, en partenariat avec les Blues Roses, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur. Et donc, on offre à chaque salarié de passer une journée, donc offerte par l'entreprise, dans ces associations. Et je pense que c'est aussi une façon, en vivant les choses sur le terrain, de développer une certaine sensibilisation. Donc, voilà, on a déjà 50 personnes qui sont inscrites, donc on est assez content de ça. Et peut-être la deuxième chose sur la partie plus un peu RSE, c'est aussi la Green Community. Donc, je vous ai parlé de la gouvernance tout à l'heure. La Green Community, c'est vraiment des personnes qui sont engagées en interne et dont la fonction n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec le développement durable. Donc, c'est des gens qui sont juste passionnés et qui veulent agir soit sur le site, notre siège social, ou soit, par exemple, pour changer les menus de la cantine, pour lutter contre le gaspillage, etc. Ou c'est eux qui ont mis en place, par exemple, le déploiement de la fresque en interne, où on a vraiment des fresqueurs, on a 22 fresqueurs en interne, et on a fait le choix d'avoir des fresqueurs internes formés. Voilà, donc des gens qui ont envie de s'engager vraiment au-delà de leur périmètre de poste. Et j'en profite, dans les catégories sur les trophées La Conso s'engage, il y a les héros du quotidien. C'est justement des personnes qui font du dépassement de fonction. Je me souviens d'un prix, c'était quelqu'un chez un autre distributeur, pardon, ça aurait pu être chez Coopérative U, qui fait des baptêmes de l'air pour des enfants handicapés. Et c'est vraiment du dépassement de fonction sur du temps personnel, privé, les week-ends. Et il y en a dans toutes les entreprises, mais il faut plus les montrer, parce que ce sont des gens assez exceptionnels. Même question sur le dépassement de fonction. Même approche, on offre la possibilité aux salariés de pouvoir s'engager aussi personnellement. Donc par exemple, nous, on a la possibilité d'avoir 2 jours de bénévolat pour travailler justement et donner son temps dans un certain nombre d'associations. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on incite les salariés à aller au-delà justement de leur fonction. On a aussi la possibilité de pouvoir choisir des associations pour lesquelles l'entreprise va donner des dons. On a trois catégories de dons qu'on peut donner par le choix des salariés après un vote. Donc c'est vraiment un engagement. Et puis ce qui est important pour nous, on travaille avec plusieurs associations, dont sur la partie sociale inclusion, Sport dans la ville, qui est une association qui aide les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville à les aider vers leur parcours vers l'emploi à travers le sport. Et donc, par exemple, puisqu'on a la chance d'être partenaire des Jeux Olympiques, on a aussi associé Sport dans la ville avec les Jeux Olympiques et recruté une 50aine de jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour travailler avec nous pendant les Jeux Olympiques. Donc, il a fallu les former, les recruter. Et là, ce sont des salariés, dont ce n'est pas le job, qui se sont impliqués et ont participé. Donc là, on maille vraiment à la fois notre stratégie d'entreprise, l'association et des salariés qui veulent aller au-delà de leur propre métier et s'engager un grand plus loin. Beaucoup d'implications, par exemple, pour Coca-Cola sur les JO paralympiques. La même implication. Pour nous, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont 2 événements aussi importants. On a la chance aussi d'associer nos salariés et les associations aux Jeux paralympiques depuis la flamme olympique et la flamme paralympique qui viendra, et puis aussi la cérémonie d'ouverture. Il y a énormément de choses qu'on souhaite faire, et évidemment, c'est tout aussi important d'avoir les Jeux olympiques et paralympiques pour nous. Marc, comment on fait pour, en magasin, expliquer aux équipes qui sont déjà quand même un petit peu sous pression du chiffre d'affaires et des clients, que leur dire il faut peut-être s'arrêter un moment, lever la tête et faire des propositions Mais les équipes, sincèrement, là pareil, on les laisse, encore une fois, on ne décide pas au niveau du siège ce que doivent faire les équipes, donc c'est souvent quand même leurs initiatives qu'on va au contraire relayer, mettre en avant, et c'est là que ça fonctionne le mieux. Donc je dirais et du coup choisissent chacun. Moi je suis des fois sollicité parce qu'un tel souhaite soutenir telle association, tel autre souhaite faire pour le sport, pour le handicap. Donc on laisse vraiment l'initiative. Donc on est complètement ouvert et
Et c'est les magasins qui font, mais ce qui correspond aussi à notre volonté, que localement, on s'implique déjà plutôt localement. Voilà. Et peu d'événements nationaux finalement pour les équipes en magasin. Pour les équipes en centrale, on crée l'appareil, on laisse, j'allais dire, sans le faire, on a un catalogue qui est ouvert, même si c'est pas un catalogue, c'est pas le bon terme, mais c'est plutôt eux qui le remplissent. Moi-même, des fois, je dis il y en a trop, attention, pas, même pour vouloir m'y impliquer, on peut pas s'impliquer partout. Ou ce qui est bien, c'est que c'est, voilà, quand on est dans un métier, on le partage avec les autres. Je pense que j'ai un exemple que je voudrais donner, c'est les gens du textile, ils font du recyclage de jeans. Bon, ils vont faire participer leurs salariés pour recycler le jean et en même temps donner un sac à bas avec du jean recyclé, c'est sympa, on part avec quelque chose. Et en même temps, on explique aux gens qu'ils ont non seulement fait un recyclage, mais aussi pourquoi ils l'ont fait. Quoi. Parce qu'un jean, c'est 10 000 litres d'eau ou 15 000 litres d'eau pour produire un jean. Alors que si vous leur donnez juste l'info comme ça, qu'un jean, c'est 10 000 litres d'eau, je ne suis pas sûr que ça agisse sur grand-chose. Donc là, c'est réellement concret. C'est à la fois les équipes de l'activité qui font une action, on va dire, de recyclage et qui en même temps donnent l'info à l'ensemble. Donc c'est eux qui se mettent en avant. Voilà, les équipes qui s'occupent de handicap vont faire des animations et ainsi de suite. Donc on est plus dans le parti pris de dire c'est les équipes du domaine qui ont l'initiative, qui est globalement presque, j'allais dire, assez ouverte, et donc qui vont les partager à leurs collègues. Et donc c'est eux qui parlent le mieux finalement à leurs collègues de ce qu'ils font au quotidien, et du coup ce que l'entreprise fait. Plutôt qu'au rapport RSE qui fait 170 pages ou pas loin. Voilà. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser des questions par Internet. Il nous reste quelques minutes encore. Si vous devez chacun donner une initiative que votre marque a développée ces dernières années et dont finalement vous êtes assez fier, qu'elle soit nationale ou locale. Aurélie. C'est une bonne question. Une initiative que je ne vous aurais pas citée, peut-être au niveau des marques, l'engagement pour le cacao durable avec notre programme Cocoa Life. On sait que le sourcing du chocolat, il y a des gros enjeux sociaux et développement durable. Donc c'est très important effectivement sur ce secteur. Donc grande fierté voilà, pour Mondelez, je pense, sur ce programme. Yves. Alors moi, il y a quelque chose dont je suis très content. C'est en 2014, on était une des premières entreprises, on a lancé l'arrondi sur salaire, qui marche très bien, qu'on a beaucoup développé. Et un jour, il y a 3 ans, il y a une salariée d'une équipe marketing qui est venue me voir en disant « C'est super l'arrondi sur salaire, mais je voudrais trouver un moyen de trouver un accord avec un distributeur pour le faire en caisse au service d'une association dont on est partenaire avec ma marque. » Et là, quelque part, c'était cette culture de l'engagement. On avait mis une petite graine, elle avait grandi dans l'esprit de cette personne. Et on a monté ce que j'appelle des coalitions du bien commun avec un distributeur et une marque et l'entreprise et Microdon pour mettre en place des opérations en magasin au service de cette association pour laquelle la marque est engagée. Et là, je trouve que, voilà, quelque part, on a fait un truc bien, c'est-à-dire qu'on a planté une petite graine, on a laissé l'initiative, et quelques années après, on a pu récolter, c'est pas du blé harmonie, mais une très belle opération. Bah, comme on parlait d'engagement, d'attirer les talents, de les retenir, je reviendrai sur le programme qu'on a, Super Ambassadeur en interne, qui est vraiment... faire en sorte que l'entreprise dise on va dédier 6 jours à un groupe de salariés pour les emmener plus loin sur notre stratégie de RSE, d'engagement, de vision. C'est un élément dont on peut être fier et surtout qui sera, j'en suis certain, et qui est déjà contributeur un peu de cet engagement en interne, de faire en sorte que chacun puisse être le relais aussi de la vision et des missions que l'on mène. Marc. Il y en a 10 000, il y en a un là qui me vient, c'est... l'économie circulaire, pourquoi ? Parce que c'est les déchets des magasins, donc des emballages des magasins qui sont triés. Donc là, ça implique le magasin qui fait son tri, qui repart avec notre logistique. Donc ça implique notre logistique. Ça revient donc chez des trieurs et c'est réutilisé ensuite sur nos produits. Donc sur des films papier toilette, de mouchoirs ou de terreau ou autre. Donc là, on a vraiment une boucle circulaire. Ou des déchets, on en fait un produit et en même temps on reste dans l'entreprise et tout le monde y participe. Donc c'est une façon de faire participer le magasin, c'est une façon de faire participer la logistique, une façon de faire participer les équipes qui travaillent sur les produits et nos fournisseurs. Donc on est vraiment en économie circulaire absolue. Donc on en est assez fiers. Mais bon, il y a beaucoup d'autres exemples. Mais là, je pense que c'est là où on associe le plus de monde. Donc c'est celui que j'ai envie de mettre en avant. Même si on a beaucoup de sujets sur la RH. Les heures calmes, par exemple, que tout le monde a repris, tant mieux.
qu'il faut généraliser. Donc plein de sujets qui étaient souvent annexes. Et encore une fois, un sujet qui est venu du magasin, quoi. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un magasin qui a fait ça. Et ensuite, tout le monde s'est dit, c'est chouette, on le fait tous, quoi. Dans notre titre, il y avait 2 mots, formation et sensibilisation. Formation, je pense qu'il y en aura toujours besoin, parce qu'on l'a dit, les lois changent, les demandes changent, les pratiques changent. Il faudra toujours former, reformer et encore plus former. Sensibilisation, est-ce qu'un jour on arrêtera de dire qu'il faut sensibiliser parce que tout le monde sera sensibilisé? Enfin, moi je pense que oui, parce que les dernières données montrent quand même que voilà, les gens, globalement, les gens ne le savent pas. Donc on peut penser que nos collaborateurs sont un peu mieux informés que la moyenne. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels il y a encore ou des fausses croyances ou donc il faut encore sensibiliser. Oui, sur l'information. Il faut marteler le discours. Et puis il faut agir. Oui. Il faut agir. Sensibilisation, formation, action. Oui, tout à fait. Enfin, aligné avec tout ce qui vient d'être dit, je pense que c'est à la fois, je le différencie pas de notre vision d'activité ou business. Il faut, dans tous les cas, tout le temps expliquer ce qu'on souhaite faire, notre stratégie d'entreprise, où on en est, quels sont les prochains enjeux. Et donc, notre vision RSE s'intègre dans cet aspect-là. Donc, il faut continuer à sensibiliser ou informer, et puis continuer d'impliquer sur ces sujets-là. Il y a une question par Internet qui vient de tomber. Comment évaluez-vous, mesurez-vous l'engagement RSE des salariés, notamment? Ça se fait assez simplement. Par exemple, sur cette plateforme de l'engagement, on regarde qui va s'inscrire, qui va participer. On a également offert la possibilité depuis 2 ans, un an et demi, à nos salariés de dédier 2 jours de leur temps avec un simple accord de leur manager de ligne directe pour travailler pour une association. Voilà, et comme ça, c'est des indicateurs qui sont très clairs sur... Le taux de réponse est déjà un indicateur. Mais le taux de réponse est déjà un indicateur. Et quand on voit... voilà, moi j'ai été plusieurs fois dans des magasins faire des collectes pour l'Armée du Salut. Quand on voit l'engouement que ça peut créer au sein des équipes, et en plus c'est des moments super. Enfin, je trouve que c'est aussi, tous ces projets-là, c'est aussi des moments où on crée de la transversalité dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment intéressant. Eh bien, merci à tous les 4. Merci d'avoir participé à cette table ronde. On se retrouve dans 5 minutes pour la 2e table ronde. Et je le répète, mais je vais le répéter toute la matinée, la Conso s'engage. Et surtout, inscrivez-vous au mouvement et déposez des dossiers pour les trophées LSA. La Conso s'engage. Vous faites plein de choses magnifiques. Il faut le dire, l'expliquer et le répéter. Merci à tous les 4. Merci. Rebonjour, bienvenue à cette 2e table ronde LSA, la Conso s'engage. N'oubliez pas de vous inscrire, de déposer vos dossiers et n'oubliez pas d'indiquer à vos collaborateurs qui peuvent voir le replay. Et enfin, j'en termine avec ma litanie. N'oubliez pas de poser des questions en direct. C'est toujours sympa de retransmettre vos questions. Je suis ravi d'avoir avec nous donc Aurore Fourcy, directrice associée Impact et Engagement RSE chez Coca-Cola Entreprises Partners France. Bonjour. Bonjour Yves. Isabelle Videlaine, oui, directrice des projets RSE et développement durable de FAIRE, c'est la Fédération Hygiène et Entretien Responsable. Bonjour Yves. Isabelle. Et Agathe Grossmis, donc directrice RSE de Carrefour. Bonjour. Bonjour Agathe. Yves, bonjour à tous. On a un sujet qui est passionnant, la transformation et l'amélioration de la chaîne de valeur. Donc là, on pourrait tenir pendant des heures, mais on va essayer de dire beaucoup de choses intéressantes en 3 quarts d'heure. Mais Isabelle, j'ai envie de commencer avec vous. Redites-nous quelques éléments de cadrage sur FAIRE, la fédération donc de l'hygiène et de l'entretien responsable. Mais avec plaisir. Parce que finalement, Carrefour et Coca-Cola, tout le monde connaît. Oui, effectivement. Bon, FAIRE est peut-être un petit peu moins connu que Carrefour et Coca-Cola. Néanmoins, nous représentons les entreprises qui fabriquent, qui produisent et qui commercialisent les produits d'hygiène et d'entretien, que ces produits soient destinés aux consommateurs ou que ces produits soient destinés au secteur professionnel comme l'industrie, la santé, l'agroalimentaire. Voilà, donc c'est quand même 80% d'entreprises de ce secteur-là qui sont fédérées chez FAIRE, soit 124 adhérents. Et ces entreprises emploient 13 400 salariés. Voilà, donc on est moins connus, mais je pense qu'on a également des un choses poids à dire, et un rôle important à jouer sur la chaîne de valeur. Alors, la transformation et l'amélioration de la chaîne de valeur, on va essayer d'aller un petit peu dans l'ordre. À partir du moment où on parle d'une chaîne de valeur, on va aller dans l'ordre de la chaîne et on va y mettre de la valeur. Et on va parler donc des achats de matières premières, après on va parler du transport et après on va parler tout simplement des produits et du consommateur.
Comment faire de l'amélioration de la chaîne de valeur si on parle d'achat de matières premières, déjà, en amont, si on remonte en amont? Parce que j'ai un petit peu l'impression que tout le monde dit que c'est pas moi, c'est l'autre sur le scope 3. C'est plus en amont. Je vois que vous avez envie de répondre en premier. Allez-y. En fait, quand on se parle de RSE, c'est un lot commun. C'est-à-dire on ne peut y arriver qu'en collectif. Si on se dit, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, personne n'avance. Donc, quand on regarde à la RSE et à la chaîne de valeur, il faut regarder l'amont et l'aval et il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc, de notre côté, c'est vrai que quand on a créé notre feuille de route sur le développement durable dès 2012, on a fait en sorte d'interroger nos parties prenantes, aussi bien nos clients, comme Carrefour, que aussi nos fournisseurs, que d'autres experts ou NGO, pour pouvoir s'assurer qu'on puisse être dans la bonne direction. Et puis après, c'est de regarder surtout comment est-ce qu'on va travailler avec l'amont et l'aval pour faire en sorte de bouger les lignes. Et chez nous, forcément, tout ce qui est fournisseur, ça a un impact énorme puisque c'est 95% en fait de nos émissions carbone. Donc on ne peut pas se passer ni de nos fournisseurs, ni de nos clients si on cherche à avancer. Sur les matières premières, alors c'est vrai qu'il y a un prisme en France, on a l'impression que dès qu'on parle matières premières, surtout dans le secteur de la conso, on ne parle que de l'alimentaire. Il n'y a pas que l'alimentaire. Non, il n'y a pas que l'alimentaire, parce qu'effectivement, pour fabriquer des produits d'entretien, il faut aussi des matières premières. Mais juste un petit rappel, quand on parle de ce fameux scope 3, donc de cette chaîne de valeur, il faut quand même voir que c'est 60% en général des émissions de CO2. Donc c'est quand même très très considérable. Alors en ce qui concerne les matières premières pour les produits d'entretien, donc nous on utilise différents types de matières premières et on utilise notamment par exemple de l'huile de palmiste, donc fabriquée à partir des noyaux de palmier. Et ce que font les producteurs, c'est qu'ils sont très attentifs au sourcing de cette huile et à la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pour veiller que ces chaînes soient certifiées et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de déforestation, et ce, avant même la mise en œuvre de ce fameux règlement zéro déforestation importée qui trouvera à s'appliquer à partir de 2025. Donc voilà un exemple, mais très significatif de ce qui peut être fait au niveau des matières premières. Alors chez Carrefour, Agathe, vous avez plusieurs manières d'aborder le sujet. Il y a la manière des marques, donc de vos fournisseurs, et de vos marques. Là où vous êtes responsable, c'est vos cahiers des charges. Et après, il y a le sujet, on va dire, des grands groupes, et il y a le sujet des PME. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé, hein, merci. Absolument. Je vais répondre peut-être aussi sur la nécessité d'embarquer ces supply chains, ces chaînes d'approvisionnement. Vous avez cité le chiffre de 95% de votre empreinte Scope 3, enfin des émissions de CO2 qui sont en amont de votre activité. Nous, c'est 98%. Donc en fait, le magasin, si gros soit-il, en fait, quand on va dans un hypermarché, on a l'impression que c'est très grand, mais en fait, c'est tout petit en termes d'émissions comparé à toute la chaîne de valeur. Et effectivement, les émissions se répartissent en amont, donc avec nos producteurs, nos fournisseurs, et en aval avec les émissions générées quand nos clients utilisent nos produits. Par exemple, quand ils utilisent leur voiture après avoir pris du carburant dans une station-service Carrefour. Donc ça, c'est toutes nos émissions. Donc indispensable si on veut être efficace de travailler sur l'amont et en relation avec nos fournisseurs. Puis d'ailleurs, c'est l'essence même de notre métier, c'est de proposer, de commercialiser des produits sélectionnés ou en tout cas designés avec nos fournisseurs. Donc, vous avez distingué plusieurs maillons. Oui, alors on ne va pas travailler de la même manière avec chaque type d'entreprise. On a un rôle peut-être un peu plus fort de sélectionneur avec les plus grandes marques. C'est l'idée de l'engagement qu'on a pris d'avoir 100% de notre top 100 fournisseurs, donc nos 100 plus gros fournisseurs dans le monde, qui soient dotés d'une trajectoire 1,5 degré d'ici à 2026. Une trajectoire 1,5 degré pour tout le monde, c'est les accords de Paris appliqués à l'entreprise. Donc, comment on fait pour que les 100 plus gros fournisseurs de Carrefour soient dotés d'une trajectoire de ce type-là? C'est essentiel qu'ils le fassent. On estime que c'est un standard, en fait, maintenant. Et c'est tellement un standard que, on le demande sous peine de déréférencement. Donc, c'est une action très forte. Mais là, on s'adresse à des très grands groupes qui sont en capacité de faire ça. Et on va travailler différemment avec des plus petites entreprises. Alors, si on reste sur les grands groupes, on reviendra sur les PME après. Comment réagit un grand groupe?
Nous, ça nous va puisqu'on est déjà sur cette trajectoire-là, on est validé SBTI, et ça depuis 2019. Donc, on est complètement en ligne avec Carrefour sur cette partie-là. Et c'est ce qu'on cherche à faire aussi avec nos fournisseurs. On a en fait la même démarche. Quand on a lancé notre nouveau plan d'action pour le climat en 2019, les premiers qu'on a embarqués, c'était nos fournisseurs. On les a tous convoqués pour pouvoir les rencontrer, leur expliquer ce qu'on cherchait à faire, qui était d'atteindre le net zéro d'ici à 2040, soit 10 ans avant les accords de Paris. On leur a expliqué notre démarche SBTI et sur le fait qu'on ne pouvait pas y arriver sans eux. Et donc, on les a embarqués, mais au lieu de juste leur donner un plan d'action en leur disant, on a besoin, de vos données, parce que si on n'a pas vos données, on ne peut pas les donner non plus derrière à nos clients. On ne peut pas calculer vraiment notre empreinte carbone. On a besoin également que vous passiez en électricité verte, et on a besoin surtout que vous ayez un plan d'action validé aussi SBTI. Et pour ça, on a mis en place en fait un process d'accompagnement de nos fournisseurs, parce qu'on sait bien qu'en effet, en fonction d'un grand groupe ou un plus petit groupe, ils n'ont pas la même vitesse, ils n'ont pas les mêmes équipes, ils ne sont pas tous avec une équipe RSE pouvant passer du temps sur ce plan d'action et surtout remplir le cahier des charges pour être validé SBTI. Donc on a mis en place 2 choses. Un programme qui s'appelle SLOCT, qui est vraiment Supplier Leadership on Climate Transition, qui est là pour les accompagner à créer leur plan d'action, mais aussi à pouvoir candidater pour SBTI. Et pour ça, aujourd'hui, on a déjà 31% de nos fournisseurs qui sont validés et on en a 45 autres % qui sont en liste d'être validés. Donc ça fait déjà plus de 70% depuis 2019 qui sont sur la bonne voie. Et puis de l'autre côté, on a aussi un autre programme qui est un programme avec des incentives. C'est-à-dire qu'on va regarder leurs actions, on va utiliser en effet l'évaluation EcoVadis qui va nous permettre de donner une notation finalement sur les actions de nos fournisseurs. Et de là, on va pouvoir débloquer des incentives pour les encourager à réinvestir cet argent-là dans la transition environnementale, puisqu'on sait que la RSE, ça coûte de l'argent et il faut des investissements. Et donc, par ce biais-là, on leur permet de pouvoir réinvestir dans la bonne voie. Et est-ce que vous pourriez faire comme Carrefour et dire si à telle date vous n'êtes pas à niveau, on ne travaillera plus avec vous ? Tout à fait. Aujourd'hui, les entreprises qui ne sont pas dans le programme, forcément, perdent des points sur les appels d'offres. Et donc, quand on regarde aux appels d'offres, on ne regarde pas qu'au prix, on regarde surtout aussi à la trajectoire carbone qu'ils peuvent avoir, puisque ça a un impact crucial chez nous. Alors, j'imagine que dans le top 100 de Carrefour, il y a peut-être certains de vos adhérents. Il peut y avoir effectivement certains de nos adhérents, mais je rebondis effectivement sur le travail qu'on peut faire au sein de notre secteur d'activité avec les fournisseurs. Donc on a parlé des ingrédients, alors on a parlé de l'huile palmiste, mais on peut aussi parler des ingrédients biosourcés, des ingrédients probiotiques qui permettent en fait de substituer les matières premières d'origine pétro-sourcée par des matières premières d'origine issus de la biomasse, et donc de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc ça, c'est aussi un point très important. Mais il n'y a pas que les matières premières, il y a également le contenant de nos produits. Donc effectivement, nous, on produit essentiellement des produits liquides qui sont emballés dans des emballages en plastique. Et donc, on a conscience qu'on a un rôle à jouer pour réduire cette empreinte plastique. Donc, on a fait en fait une feuille de route tous ensemble au sein du secteur, une feuille de route 3R pour réduire, réemployer, recycler. Et on a déterminé des axes d'action sur ces 3 points, avec notamment, je pense, pour vous donner un exemple très très concret, en matière de réduction, la compaction. Alors la compaction, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. La compaction, ça vise à fabriquer des produits d'entretien plus concentrés. Quand on fabrique des produits d'entretien plus concentrés, forcément, on utilise moins de plastique et puis on en transporte moins aussi. Et c'est une action tout à fait concrète puisque en 20 ans, par exemple, la dose de lessive que l'on utilise tous est passée de 150 ml à 55 ml, ce qui a permis de réduire très très considérablement, par exemple, les emballages. Donc c'est 240 000 tonnes d'emballages économisés grâce à la compaction. Alors quand on parle de chaîne, j'ai l'impression qu'Aurore a soulevé un point important qui est l'information, la data. Comment faire pour que toutes les entreprises, vos fournisseurs, parlent le même langage pour que l'information vienne chez Carrefour et soit claire pour Carrefour également. C'est un enjeu important, la data, l'information et l'harmonisation de cette information.
Allez, je vais tenter une réponse. Le premier point, c'est et c'est peut-être le fait qu'on ait des champions dans nos chaînes d'approvisionnement. On a un bon exemple. Et nous, notre rôle, c'est d'être un peu un catalyseur. On a le rôle de sélectionneur, on a aussi le rôle de catalyseur. Quand on voit qu'on a des champions qui ont déjà des trajectoires 1,5 degré, bah, nous, on peut les mettre en avant. Et en fait, nos fournisseurs, ils ont des compétences incroyables. Ils savent comment designer ces trajectoires. Et en fait, pour informer peut-être un autre fournisseur et partager les bonnes pratiques, rien de tel que qu'une entreprise du même secteur. Donc, dans le cadre de cet engagement Top 100 degré 5, on réunit nos 100 plus grands fournisseurs pour qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre différents secteurs, parfois au sein d'un même secteur, et que les meilleurs exemples dans nos chaînes d'approvisionnement puissent être mis en avant et faire des émules. Déjà, sur le sujet des bonnes pratiques. Après, sur la data carbone elle-même, oui, c'est un enjeu. Le calcul de notre scope 3, je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Ça fait plus de 4 ans qu'on y travaille. On publie dans notre document d'enregistrement universel pour la première fois l'année dernière dans le document nos données cette année, donc nos données publiques, scope 3. On les donnait déjà au CDP, mais pour atteindre ce niveau de confiance et pouvoir les publier, ça nous a pris beaucoup de temps. Et on a encore une marge de progression en termes de fiabilisation de ces données qui est importante. Mais ça nous donne déjà une bonne photo. 100 mégatonnes de carbone pour Carrefour, donc 90% du coup sur le scope 3. Alors, je ne pense pas que j'aurai un scoop, mais je vais quand même poser la question. Sur le top 100, il y en a combien qui, selon vous, ne seront pas fidèles à la trajectoire à l'arrivée? Alors, aucun, j'espère. Aucun. C'est bien parti. En tout cas, on a une bonne progression. On est à 44% aujourd'hui. 44%. On était à 27% quand on a pris l'engagement. C'est des dossiers qui prennent du temps aussi, donc ça progresse bien. Donc là, c'est des dossiers validés SBTi. On a également annoncé qu'on reconnaissait la démarche ACT, qui a été initiée par l'ADEME LCDP, pour valider aussi une trajectoire 1,5 degré. Donc on est confiant dans la capacité de nos fournisseurs à transformer leur propre chaîne d'approvisionnement. Et alors, on a parlé des PME. Qu'est-ce que vous faites pour entraîner les PME, pour travailler sur ce sujet avec les PME? Je crois que vous avez passé un accord avec l'ADEME. Exactement. Récemment. Tout à fait, on a annoncé ça il y a quelques semaines. En fait, on veut maintenant pouvoir se focaliser sur les autres entreprises que les top 100, donc des plus petites entreprises. Et avec l'ADEME, on souhaite accompagner 100 PME à s'évaluer justement sur leur trajectoire carbone. Ce qui est un standard pour les grands groupes va aussi devenir une attente pour les plus petites entreprises. Alors peut-être un peu différemment, avec des modalités légèrement différentes. On sait qu'un dossier SBTi, c'est difficile, hein, ça prend beaucoup de temps. Il y a peut-être d'autres modalités qu'on peut trouver avec les plus petites entreprises. Et donc avec ce partenariat avec l'ADEME, on veut vraiment accompagner 100 entreprises plus petites à se faire évaluer et 50 qui seront, elles, vraiment accompagnées dans ce qui est acte pas à pas. C'est vraiment une démarche, comme son nom l'indique, très progressive pour regarder ce qu'il y a dans ces approvisionnements et se dire comment moi je peux réduire mes émissions de CO2 et me projeter dans une trajectoire 1,5 degré, ce qui peut paraître hyper technique et un travail de spécialiste. En fait, on peut le décortiquer. Et avec l'ADEME, du coup, il y a un financement qui est permis pour ces entreprises. L'ADEME s'engage à financer, je crois que c'est à hauteur de maximum 80% de la démarche. Donc, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn si vous avez envie. On est vraiment parti. On a lancé le top chrono là pour ces 100 entreprises. Et comment vous les recrutez? Expliquez-nous. C'est un appel à candidature? Absolument. Alors là, on est en train de contacter nos différents fournisseurs pour les informer de cette démarche et qu'ils soient parmi les 100 pionniers qui se lanceront, parce qu'on est convaincus que bien sûr, il y aura beaucoup d'entreprises par la suite. Donc là, c'est la première étape pour accompagner notre parc de plus petites entreprises. Et alors, il y en a combien qui pour l'instant ont répondu? Alors là, encore... c'est tout nouveau, ça la semaine dernière. On vient de passer l'appel, donc peut-être je vous répondrai à la fin de l'année. Mais j'espère, je ne veux pas faire de pari, mais j'espère qu'on aura peut-être un petit tiers d'ici la fin de l'année, ce serait formidable. Donc en tout cas, qui ont commencé des démarches. Vous comptez sur nous, hein. Je compte sur vous, ceux qui nous regardent. Allez, mais on en reparlera sur lsa.fr pour que les entreprises s'engagent. Vous avez également des PME dans la fédération. Quel est le rapport d'ailleurs PME, grand groupe dans votre secteur? Alors, c'est 90% quand même de PME. Au sein de FAIRE. Maintenant, au passage, m'a légèrement amusé parce que j'ai dû expliquer à un certain nombre de ministres sur des questions de promotion qu'il existait des PME sur ce secteur, tellement ils sont persuadés qu'il n'y a que des grands groupes. Donc alors, votre réponse m'amuse. Après, on a effectivement des poids lourds internationaux. Il y en a aussi. Que l'on connaît tous, mais on a effectivement des PME. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir au sein d'une fédération des plus grands et des entreprises plus petites. Bon, nous, FAIRE, on est là pour accompagner
tout le monde, parce que tout le monde finalement a quand même besoin d'être accompagné. Mais les grands groupes, parfois, ont leur centre de décision qui ne sont pas en France. Donc ils ont un petit peu du mal parfois à se dire, il y a des réglementations spécifiquement françaises sur les sujets environnementaux, et puis il y a aussi des réglementations européennes qui vont un petit peu moins vite. Et parfois, voilà, c'est un petit peu difficile pour eux de prendre tout ça en compte. Les PME, l'avantage, c'est qu'elles ont un petit peu plus d'agilité, qu'elles ont leur centre de décision à proximité et qu'elles peuvent effectivement tout de suite s'engager dans certaines transformations. Je parlais tout à l'heure des emballages, mais là, l'exemple est vraiment très patent. Quand on parle de réemploi, quand on parle de recyclage, parfois, c'est plus facile de prendre des décisions à petite échelle et puis d'expérimenter sur une petite échelle en local que de faire bouger tout un groupe, même si nos majors sont très engagés aussi sur ces sujets-là. Mais est-ce que pour une PME, c'est une question de budget, de temps, de connaissances? C'est quoi le premier frein pour se lancer dans ça? Alors moi, je pense que c'est plutôt une question effectivement de temps, de ressources humaines. Il faut mobiliser. On sait que dans une moyenne entreprise, dans une petite entreprise, les ressources humaines sont limitées. Les cadres, les chefs d'entreprise ont plusieurs casquettes, doivent être à la fois au four, au moulin, donc c'est pas forcément facile effectivement de prendre à bras le corps tous ces sujets, qui sont aussi des sujets complexes sur le plan réglementaire, sur le plan technique. Donc je pense que c'est effectivement le premier frein. Vous pouvez leur souffler l'idée qu'il faut aller travailler avec Carrefour et qu'en plus ça peut être payé à 80% par l'ADEME, donc faut en profiter. Il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, il faut forcément travailler avec cet acteur, c'est le monde agricole, les agriculteurs. Comment vous faites pour vous rapprocher d'eux et d'être encore plus à leur écoute et pour éviter ce que l'on voit tous les ans depuis à peu près 50 ans, des agriculteurs manifester sur des parkings? C'est essentiel, effectivement, la partie agricole. Pour vous donner un ordre de grandeur, on donne le chiffre 67% des émissions de l'alimentation sont issues de la partie agricole. Donc, si on veut pouvoir travailler sur notre scope 3, on doit travailler avec les agriculteurs. Alors, j'ai peut-être différencié différents types de filières. On a les filières lointaines. Vous avez parlé tout à l'heure du cacao. On a parlé de l'huile de palme. Donc là, on a des systèmes de certification, de vérification de tierce partie qui se sont déjà mis en place depuis plusieurs années. Ce qui est un peu nouveau pour nous, ou on va dire plus nouveau pour nous, c'est comment, dans l'agriculture autour de nous, l'agriculture des produits frais, etc., on réduit les émissions de CO2. Et ça, je vais vous dire, sur les magasins, on a une roadmap, on sait exactement quelle action on doit mettre en œuvre, à quelle date, pour quel montant de CAPEX. Sur l'agriculture, c'est encore un défi pour identifier les actions à mettre en œuvre. Et puis, elles dépendent aussi du contexte local. Donc nous, on s'est concentré sur 5 filières, différentes filières animales, végétales, sur lesquelles, en fait, on joue un rôle là d'explorateur. On interroge nos chaînes d'approvisionnement, on interroge nos fournisseurs, puis on voit ce qui se fait. Et en fait, on n'a pas, nous, la compétence et la science infuse. En fait, au contraire, il y a de la compétence là aussi chez les agriculteurs. C'est eux qui savent. Il faut leur faire confiance. Mais là, vous parlez de produits bruts ou de produits transformés? Les deux, par exemple, on peut citer sur la viande de porc, nous on a des fournisseurs qui nous ont montré que, alors bien sûr, avec beaucoup de travail, d'investissement, ils sont capables de réduire sur certaines filières de 46% les émissions. C'est énorme. C'est pas rien. C'est énorme. Donc profitons-en. Alors peut-être que tout le monde n'arrivera pas à franchir cette marche aussi haute, mais on a en tout cas une marge de progression importante. Sur les filières, on a parlé du blé ce matin. Sur la filière blé, pareil, on a des exemples où on peut réduire en ordre de grandeur entre 40 et 50% les émissions. C'est très important. Alors encore une fois, chaque contexte est différent. En agriculture, on a vraiment le sujet du local qui crée une variable importante. Les émissions de CO2 ou les émissions de CO2 des magasins et de l'énergie, elle sera la même à Paris, en Espagne ou dans le sud de la France. Par contre, pour l'agriculture, ça varie beaucoup. Donc, il faudra prendre en compte ce contexte-là. Mais donc, nous, on déniche les meilleurs exemples. Et là, on essaie de faire en sorte que les filières se parlent. Et puis, on aura un rôle à travailler collectivement. Du coup, je pense aussi aux marques. Parce que quand un agriculteur produit pour, je sais pas, pour Carrefour peut-être des pommes de terre et peut-être pour un fournisseur de marque nationale, autant travailler ensemble et se dire comment on va partager les bonnes pratiques, mais aussi s'il y a de la formation à faire, mutualiser peut-être. En tout cas, on réfléchit à ces sujets-là collectivement pour que le poids soit moins lourd pour la partie agricole et puis qu'on valorise ce qui se fait très bien. Mais c'est encore un champ d'investigation important. Un gros chantier.
On croit beaucoup au collectif, hein, surtout sur la partie agricole. En fait, ce qu'on sait peu, c'est que la recette du Coca-Cola, elle est finalement assez simple. Alors, je ne la révélerai Bon, pas allez, si je ne l'ai quelle pas. est la recette du Non, Coca-Cola? pas de scoop, Yves. Néanmoins, elle est composée à base de sirop, d'eau, majoritairement, de sucre et de CO2. Donc, nous, forcément, le sucre, on cherche à s'approvisionner en France. On a la chance en France d'avoir des agriculteurs formidables, hein, notamment dans le nord de la France, mais pas que sur la betterave à sucre. Et forcément, ces agriculteurs-là, parfois, ne font pas que de la betterave à sucre. Ils peuvent faire aussi de la pomme de terre en rotation. Et donc, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à regarder comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs, justement, pour pouvoir les encourager, justement, à aller vers cette transition aussi agricole. Mais on ne peut pas les laisser tout seuls et s'attendre à ce qu'ils fassent tout seuls dans leur coin. Notre rôle, c'est aussi de pouvoir être là pour essayer de les accompagner. Donc, c'est un travail collectif qui doit être fait en permanence sur l'ensemble des activités que l'on cherche à faire. Et l'usine française, l'approvisionnement en sucre, par exemple, est de combien Alors, c'est très majoritaire chez nous. Vraiment, on cherche à prendre le sucre français, principalement dans le nord de la France. Alors, ce qu'on a chez nous, c'est qu'on produit en France. On a 5 usines Coca-Cola en France. Et notre plus grosse, c'est dans le nord de la France. Donc, le gros avantage, c'est qu'on travaille aussi en circuit court à ce niveau-là, puisque notre usine, qui est basée près de Dunkerque, a en face d'elle une usine aussi qui fait des emballages. Et juste à côté, nos fournisseurs de sucre. Donc, vraiment, on arrive à travailler sur un circuit avec très, très peu de kilomètres, pouvoir produire nos produits au local, finalement. Et de mémoire du ferroutage entre les deux usines, mais ça, on en parlera Exactement. tout à l'heure. Alors justement, la supply, comment, je crois que Coca-Cola est un bon exemple quand même, parce que vous êtes sur des pondéreux, des volumes, comment améliorer la supply chain, comment la décarboner au maximum? On va commencer par Coca-Cola. Oui, chez nous, quand on regarde finalement notre chaîne de valeur, l'élément principal en termes de carbone, comme Isabelle, c'est les emballages. Donc on va regarder aux emballages et puis ensuite c'est les ingrédients, dont majoritairement le sucre. Donc sur la partie emballage, on le sait, l'intégration de matières recyclées, c'est la clé numéro 1 finalement pour baisser l'empreinte carbone. Si vous prenez du plastique vierge par rapport à du plastique recyclé, c'est plus de moins 70% d'empreinte carbone. Et sur l'aluminium, on est à moins 90%. Donc il ne faut pas chercher loin. L'intégration de matières recyclées, c'est la clé. On a investi dans cette filière finalement du recyclage dès 2012 avec une co-entreprise avec Plastipack dès 2012 où on a créé aussi un centre pédagogique autour de l'économie circulaire. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est important d'embarquer tout le monde dans cette notion de circularité. Un emballage, une bouteille en plastique peut redevenir entièrement une bouteille en plastique. Et par ce biais-là, on baisse drastiquement l'empreinte carbone des emballages et de nos produits. Et puis après, c'est de ne pas faire les choses tout seul, c'est de pouvoir travailler par exemple avec Carrefour pour tester des nouveaux modèles, par exemple la consigne pour réemploi, avec des bouteilles en verre consignées d'1 litre, pour essayer de tester des nouveaux modèles et de voir comment le consommateur aussi peut s'en saisir. Carrefour, vous travaillez fortement, vous avez plein d'exemples sur la supply pour essayer de la décarboner. Oui, alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur le réemploi, hein. C'est essentiel de craquer un peu ce business model. Donc, on est ravis d'avoir des partenaires qui s'engagent avec nous. En plus, c'est les JO, donc j'en profite. On a 150 magasins du coup, qui vont proposer des produits de consigne. On a 2 partenaires JO. Là. Exactement. Donc, c'est notre rôle de pousser des innovations de format, de changer la façon dont nos consommateurs font leur shopping. Et je pense que c'est important pour nous que ce changement il soit visible. Il y a des choses qu'on doit transformer et on doit transformer le modèle visiblement. C'est pas, le sac de caisse, il a été complètement changé. En hypermarché, en supermarché, tous nos clients ramènent leur sac. Et c'est une évidence, personne ne reviendra en arrière maintenant. Il faut qu'on arrive à faire ce type de transformation qui devienne des évidences et que personne ne remet en question quelques années après. C'est ce type d'innovation-là qu'on cherche. Mais on parlera du consommateur, le sac de caisse, il faut quand même se rappeler. Il y a maintenant 15 ans que Michel-Édouard Leclerc a voulu supprimer et a supprimé le sac de caisse. Ça a été un pataquès. Ça n'a pas été facile. Et beaucoup disaient que c'était juste des mesures d'économie. Que c'était même pas pour le développement durable, c'était juste un distributeur qui voulait faire des économies. Je peux vous dire qu'avec l'énergie qu'on passe pour développer la consigne, il faut de la volonté et c'est trouver le bon business model. Donc, c'est pas que des mesures d'économie. Mais si économie et environnement fonctionnent ensemble, nous, on est ravis, on n'a pas de problème avec ça. Au contraire, c'est ce qu'on cherche. Il faut que ce soit économique pour le consommateur et il faut que ça fonctionne d'un point de vue économique aussi pour les entreprises.
Donc voilà pour la partie Ok. emballage. Mais restons un petit peu sur la partie transport notamment. Donc, le fer, c'est très bien, je suis vraiment pour le rail, mais j'ai écrit des papiers sur le rail dont la progression était annoncée très forte et on était au début des années 90. J'ai l'impression de ne jamais vieillir parce que c'est toujours le même sujet qui ressort tous les ans. Comment faire au niveau du transport pour décarboner? Je pense qu'au niveau du transport, en effet, le rail-route reste une solution. On espère qu'il va pouvoir se développer, se déployer. Mmh. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On parlait du sucre tout à l'heure, mais en effet, nos fournisseurs de sucre sont principalement dans le nord. Mmh. Pour nos usines qui sont dans le sud, on va traverser la France en rail-route, ce qui nous permet de couper énormément d'émissions. Sur la partie transport, je pense que la feuille de route n'est pas encore écrite. On se cherche encore en France sur les solutions que l'on va pouvoir avoir. Nous, au niveau des Jeux Olympiques, on va tester des nouvelles solutions puisque ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir un transport totalement sans essence, avec le moins d'émissions possible. Donc on va avoir une dizaine de camions électriques que l'on va tester. On va également avoir un camion hydrogène. Voilà, mais ça, on est au balbutiement, j'ai envie de dire, de cette partie-là. On se cherche encore, ça coûte extrêmement cher aussi d'aller sur ce type de transport-là. Donc il faut continuer à chercher, tester des nouveaux modèles et on espère qu'on va pouvoir avoir de l'aide aussi pour pouvoir arriver à les déployer. Et justement sur la partie hydrogène, c'est à plusieurs qu'on le fait et on a un projet dans le sud de la France qui s'appelle Ayamed sur l'hydrogène, donc Carrefour est également partie prenante. Donc moi je crois beaucoup à cette notion de réfléchir à plusieurs, tester des choses, mais la réponse on l'a pas encore. Alors nous sur le transport, on est entre l'entrepôt et le magasin. Sur la partie où on est dans l'ordre. Et la livraison au consommateur aussi un petit peu. Oui, également, bien sûr, pour la partie magasin. Sur ce tronçon-là, nous, la solution à laquelle on croit, c'est le biométhane carburant. Donc, c'est en fait du carburant qui est issu de nos déchets. Donc, les déchets des magasins. On a un processus qui nous permet de les transformer avec un partenaire et de récupérer ce carburant pour faire rouler. En France, c'est 750 camions. Donc, c'est beaucoup. C'est significatif sur les routes. Ça nous fait une économie de CO2, pour vous donner un ordre de grandeur, de 75%. Donc, c'est important. Et on va développer cette flotte. On vise 30% de la flotte d'ici 2030. Mais est-ce que je me trompe? Alors, je ne suis pas un expert du transport, je peux être coupable, donc je peux dire une bêtise. J'ai quand même cette impression qu'on est passé, on va dire, d'un duo, c'était essence ou gazole. Après, on nous a dit que c'est tout électrique. Moi, j'ai tendance à croire que ce sera beaucoup plus complexe, et peut-être très bien que ça. Ça va dépendre du transport, de la problématique, et après, il y aura une solution qui répondra à cette problématique de distance, de poids, et qu'il y aura de multiples solutions, qu'on n'aura pas une solution unique. J'ai tort ou pas dans mon... Il n'y aura pas de solution unique, c'est pas possible. Il faut regarder à la taille du camion, au poids qui doit être transporté. Il faut regarder à la distance aussi. Si vous prenez des camions électriques, forcément, ils vont pouvoir faire peut-être certainement moins de distance que d'autres typologies de camions. Donc, ça sera forcément du multimodal, d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui peut être fluvial, qui peut aussi être une des réponses. Il y a aussi tout ce qui est dernier kilomètre qui peut se faire pour certains magasins sur du vélo ou des choses comme ça. Donc le transport, il est en pleine révolution. Tout n'est pas écrit encore, mais en effet, il sera avec différentes solutions, ça c'est sûr. Pour la faire, j'imagine que pour vos adhérents, c'est un enjeu important, tout ce qui est transport, supply. Bien sûr, très important. Mais chez Fer, on a quand même 95 sites de production de produits d'hygiène et d'entretien en France. Donc on est une industrie de proximité. Donc déjà, on n'a pas besoin d'importer de très loin. On peut travailler avec des fabricants qui travaillent sur le territoire. Après, ce qui est important aussi, c'est d'optimiser ces transports. Et encore une fois, j'y reviens, pour optimiser ces transports, réduisons les emballages. Donc la compaction, par exemple, qui a permis de concentrer les produits et de les présenter dans des emballages moins volumineux, a permis en 20 ans d'économiser 260 millions de kilomètres et 1,4 million de tonnes de CO2. Donc c'est tout à fait considérable. Si on développe le réemploi, ça aussi, ça permettra de réduire le nombre de rotations de transport. Et puis on a des adhérents, plusieurs adhérents qui sont engagés dans le programme Fret 21 avec l'AUTF et l'ADEME, et donc qui travaillent effectivement sur leur stratégie de transport.
qui essayent d'optimiser ça. Je pense par exemple à des exemples comme une entreprise qui a déplacé ses entrepôts pour pouvoir les rapprocher de son barycentre de consommation et ainsi réduire le nombre de kilomètres. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Dans le quart d'heure qui nous reste, j'aimerais qu'on aborde le consommateur. Est-ce que lui, il est prêt à changer ses habitudes? Est-ce qu'on arrive, j'ai quasiment envie de dire, un peu à le bousculer dans ses habitudes? On voit, on parlait du vrac au téléphone lorsqu'on a préparé cette émission, le vrac, c'est pas encore un raz-de-marée pour l'instant. Il y a la loi vrac qui va imposer de développer le vrac, on pourra en parler, mais est-ce que réellement le consommateur est prêt à se dire « je vais changer mes habitudes » ou est-ce qu'on a un consommateur qui dit dans les sondages « je suis très développement durable » et qui le dit un petit peu moins dans ses actes d'achat? Comment vous constatez ça chez Carrefour? Moi, je pense qu'il y a des évolutions profondes qui sont en cours. Évidemment, il y a des préoccupations de prix qui sont très, très, très fortes en ce moment, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, ce qu'on a vu, nous, dans les verbatims de nos clients, c'est que parfois, ils ont dû faire des choix qui n'étaient pas forcément, enfin, qui étaient peut-être plus en faveur du pouvoir d'achat à certains moments qu'en faveur de sujets écologiques, par exemple, pour prendre cet exemple-là, mais que ces attentes en faveur de la santé, en faveur de l'environnement, rester présente. Mais à nous de trouver des solutions où les solutions écologiques soient accessibles à tout le monde. Moi, je pense que ça, d'ailleurs, c'est tout le rôle de Carrefour. On est une entreprise populaire. Nos clients, on doit leur proposer des solutions qui fonctionnent avec leur budget. Je pense que sur le vrac, à nous de trouver le business model, et on a testé ces solutions d'avoir un vrac qui soit équivalent ou moins cher que le produit emballé. Il y a des intuitions comme ça de nos clients. Pourquoi un produit qui est en vrac serait plus cher? C'est pas possible. On a ce type d'intuition que si on va se servir nous-mêmes et que c'est pas tout emballé, on a envie que ce soit moins cher. Donc il faut qu'on arrive à développer ça progressivement. Sur la consigne, bien sûr, c'est la même chose. Il faut qu'on arrive à avoir une incentive, à montrer que avoir une incitation, à montrer que c'est intéressant pour le consommateur. Donc c'est des défis de ce type-là qui sont devant nous. Et puis je dirais c'est aussi utiliser tous nos leviers marketing. Quand on va promouvoir les protéines végétales par exemple, à nous de rendre les produits sexy, appétissants, qu'on ait envie de les manger, qu'on se dise pas je fais un geste pour la planète, je me sacrifie. L'idée au contraire, c'est de manger un bon produit qui fasse plaisir. Il faut qu'on vraiment soit sur cette intuition-là de nos consommateurs. Et ça, j'y crois beaucoup à la notion de plaisir. Et effectivement, j'avais quand même un petit peu l'impression qu'il y a quelques années, c'était pas une notion de plaisir. Et je trouve que la qualité des produits a fait un bond en avant assez extraordinaire. Et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on y retrouve certains produits qui ont vraiment une qualité gustative assez étonnante. Là, on a en magasin en ce moment même 7 partenaires industriels de notre coalition protéines végétales, alternatives végétales qui se réunissent avec justement cette logique-là. Améliorer l'offre, trouver des produits différents, effectivement meilleurs et avec une logique d'évolution. Je pense que c'était pas les mêmes offres qu'on avait il y a quelques années et ce qu'on peut trouver maintenant en termes de végétal. Trouver des dynamiques promotionnelles sympathiques et puis une signalétique qui fasse qu'on les repère, mais voilà, qui ne soit pas forcément flagué comme un produit très écolo, etc., qui parfois dans l'univers de nos consommateurs n'est pas associé à quelque chose d'associé au plaisir. Sur les changements des consommateurs, on a parlé de tout ce qui est compact, mais le vrac par exemple dans votre secteur? Alors, effectivement, le vrac, c'est pas forcément la meilleure voie pour le réemploi dans le secteur. Mais on a la recharge. Il y a la recharge. La recharge qui est quand même très très présente en magasin. Mais au-delà de l'offre de produits, effectivement, on voit que les consommateurs souhaitent des produits plus éco-responsables. Il y en a 90% qui demandent aux fabricants de s'engager pour les aider à mieux consommer. Bon, ils ne sont que 53% à dire qu'ils sont prêts à payer plus pour des produits éco-responsables. Donc, au-delà de cette offre de produits, dans notre secteur d'activité, c'est surtout l'utilisation et accompagner le consommateur dans l'utilisation du produit qui est importante. Par exemple, pour les lessives, c'est les émissions de CO2. L'impact CO2 des lessives, c'est 60% au moment de la phase d'utilisation. Donc, c'est vraiment très important d'accompagner le geste du consommateur pour qu'il utilise le bon produit, à la bonne dose, pour le bon usage, en fait. Et on se rend compte, effectivement, souvent, les consommateurs utilisent plus de produits que nécessaire.
On parle aussi de désinfection raisonnée. Ce n'est pas forcément utile et nécessaire de désinfecter tout le temps et partout. Donc voilà, une utilisation raisonnée des produits. Et puis, accompagner les éco-gestes. Nous, on s'est engagé l'an dernier avec le gouvernement dans la campagne sur les éco-gestes au moment de la forte crise de l'énergie pour rappeler des gestes élémentaires. On n'a pas besoin de laver son linge à 40 ou à 60 degrés. On peut laver à 30 degrés et c'est tout aussi efficace. Et quand on lave à 30 degrés, on économise 40% d'énergie par rapport à quand on lave à 40 degrés. Quand on fait un lave-vaisselle, on n'a pas besoin de faire forcément un pré-rinçage. Et ça va permettre d'économiser de l'eau, ça va permettre d'économiser de l'énergie. Voilà, donc il faut vraiment accompagner cette utilisation des produits et encourager une utilisation plus responsable et plus raisonnée. Allez, je me permets une remarque facile, pardon à l'ADEME. C'est plus utile, je pense, d'expliquer ça aux consommateurs qu'une campagne de communication pour leur dire de déconsommer et de se moquer des vendeurs en magasin. Du côté de Coca-Cola, c'est quoi les nouveaux gestes? Qu'est-ce qu'il faut expliquer aux consommateurs pour qu'ils changent ses habitudes? La consigne, il y a d'autres gestes ou pas? Alors, il y a la consigne et puis le bon geste de tri. Je rejoins complètement Isabelle sur la partie des éco-gestes. La meilleure des choses à faire, c'est de s'assurer de mettre sa canette, sa bouteille en plastique dans le bac jaune. Justement, aujourd'hui, les consignes ont été uniformisées. L'objectif, c'est d'arriver à amener ce geste de tri. Simplement, aujourd'hui, on sait qu'en France, on est un peu sur un plateau. On a du mal à vraiment gagner des points, avoir plus de gens qui vont vers les bons gestes de tri. C'est pour ça que de notre côté, on croit beaucoup à ce que la consigne pour recyclage et réemploi soit mise en place en France, parce qu'on se dit que ça sera vraiment le meilleur moyen d'arriver à faire comprendre aussi aux consommateurs que l'emballage a de la valeur et qu'il doit se mettre dans ce bac jaune. Et puis après, c'est d'aller tester aussi des nouveaux modèles. Donc, comme on le fait avec Carrefour aujourd'hui, nous, on a mis en place la consigne dans à peu près 250 magasins avec 4 enseignes différentes pour essayer d'arriver à regarder comment ce geste de consigne peut être pris par le consommateur, de voir comment est-ce qu'il faut l'expliquer. Donc on en est au démarrage, parce que c'est vraiment un nouveau modèle de consommation. Il faut que le consommateur arrive à comprendre que quand il achète en fait son Coca-Cola, il va payer quelques centimes de plus, et dès qu'il ramène en fait sa bouteille, on va lui rendre ces quelques centimes. Et donc c'est un nouveau geste. Aujourd'hui, on voit dans les autres pays comme en Allemagne par exemple, ce geste-là est complètement intégré, que ce soit pour recyclage ou réemploi. Les consommateurs ramènent leurs emballages et c'est devenu vraiment un geste naturel. Ils viennent faire leurs courses, ils ont leur caddie, ils ramènent les emballages et on leur rend leur consigne et ils reconsomment avec cette consigne-là. Donc nous, on espère arriver par ce biais-là à faire arriver à de nouveaux modèles de consommation aussi, mais on sait que ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que c'est important de se laisser le temps de pouvoir le faire, de le tester, de tester des modes de consommation et de communication différents pour voir ce qui prend le mieux. Voilà. Est-ce que c'est faire un corner à part dédié à la consigne? Est-ce que c'est l'intégrer directement dans le linéaire des boissons? Voilà, aujourd'hui, on n'a pas complètement encore les réponses à tout ça. Et il faut un peu de temps aussi pour que le consommateur comprenne ce qui est fait et puisse l'intégrer dans son geste un peu du quotidien. Carrefour, qui est sur tous les formats, pourra répondre à ma remarque, si vous avez un élément. La comparaison avec l'Allemagne, bien évidemment, qui sont en avance, et je suis entièrement d'accord, mais il y a aussi la configuration du commerce, c'est-à-dire qu'en Allemagne, le commerce de centre-ville est beaucoup plus important qu'en France, où on a un commerce de périphérie en hyper, qui a une très forte part de marché. L'hypermarché, c'est encore 49%, je crois, 48% de part de marché. Donc c'est plus complexe pour des Français, même s'ils ont tort, même s'ils doivent le faire, d'utiliser la consigne quand on va en périphérie que quand on a un magasin au pied de chez soi. Ça se voit, je dis une bêtise ou pas, ça se voit. Alors, Carrefour, vous avez les hypermarchés, mais vous avez aussi des Carrefour City en centre-ville. Alors, on teste sur tous les formats aujourd'hui, les gestes de consigne. Il n'y a pas de... Je dirais pas que c'est plus difficile en hypermarché ou en proximité, c'est des choses différentes. En hypermarché, vous venez avec votre voiture. Dans une majorité des cas. Je prends. Donc, vous pouvez aussi... en fait, en hypermarché, par exemple, on a des personnes qui vont ramener des quantités, à un moment donné, très importantes. Alors, en proximité, on va venir avec quelques emballages, alors qu'en hypermarché, on a des personnes qui stockent et qui, d'un coup, vont nous ramener énormément de bouteilles pour déconsigner et récupérer le montant initial.
Je suis tout à fait d'accord avec Agathe. Je pense que c'est forcément des systèmes un peu différents où quand on est en périphérie, on a sa voiture, en effet, on va ramener peut-être plus d'un coup et puis on a la capacité de stockage généralement chez soi. Alors qu'en centre-ville, on est plutôt sur des appartements ou des maisons plus petites et donc ça va être plutôt du geste un peu plus du quotidien. D'où l'importance aussi de pouvoir avoir cette consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage aussi pour pouvoir adopter vraiment les deux gestes dans son quotidien. Et lorsqu'on est sur cette idée de transformation de la chaîne de valeur, est-ce qu'il faut encore plus communiquer au consommateur? Le consommateur, on voit qu'il est toujours dubitatif. Il a toujours l'impression que de toute façon, derrière, entre guillemets, il y a une arnaque et tout simplement le distributeur qui va s'y aller. Comment lui expliquer? Est-ce qu'il faut beaucoup plus d'opérations, on va dire, collectives? Tous les distributeurs alimentaires sont réunis au sein de la FCD, par exemple, aujourd'hui, ou alors côté industriel pour la faire sur le secteur de l'hygiène beauté et de l'entretien. Est-ce que ça manque encore de communication pour dire aux consommateurs il faut changer vos habitudes? Je dirais sans communication mercantile derrière. Je pense que sur la partie des gestes de tri, c'est tout le rôle de Citeo aussi, de pouvoir avoir des grandes campagnes sur les bons gestes de tri, qui permettent de pouvoir le faire aussi à plusieurs. Et puis après, c'est de s'assurer en effet que en magasin, on puisse passer les bons messages pour pouvoir expliquer. Si on n'explique pas au consommateur, au shopper, il ne peut pas adopter ce nouveau geste. Et il faut accepter aussi que le temps du consommateur n'est pas le même que le nôtre et que le temps sera peut-être plus long pour arriver à un changement de comportement. Alors moi, je ne sais pas si si les consommateurs attendent des entreprises, en tout cas de Carrefour, qu'elles leur disent ce qu'ils doivent faire. C'est pas mon intuition. Je pense que les consommateurs sont quelque part assez grands pour s'autodéterminer. Donc il faut le faire et après ils comprendront. C'est ça, ils ont déjà repris le pouvoir. Ouais. Vous l'avez dit, ils n'ont pas toujours confiance dans les labels, dans les informations qui sont apportées par les marques. Quand on leur dit c'est bon, allez-y, ils peuvent avoir des doutes. Donc ils ont envie de choisir eux-mêmes. C'était toute la force de C'est qui le patron il y a quelques années. Cette volonté de choisir eux-mêmes. Donc on leur doit la transparence, ça c'est le premier point d'information, que ce soit en matière de nutrition, en matière de bilan écologique, on doit à nos consommateurs une information, ça c'est le premier point. Mais une fois qu'on est transparent, c'est eux qui vont faire leur choix, qui vont s'approprier nos outils. À nous par contre d'être très pédagogues sur comment fonctionnent les dispositifs qu'on leur propose. S'il y a une promo tel jour sur les produits bio, il faut que ce soit parfaitement clair et que ça donne envie. Mais plutôt dans une logique marketing, pareil, quand on propose de la consigne, il faut que le dispositif de déconsignation soit très clair, qu'on comprenne bien comment ça marche. Mais je dirais qu'on ne se substituera pas au pouvoir public, à l'ADEME, parce que ce n'est pas notre rôle. Et je pense que ce n'est pas ça que les consommateurs attendent de nous. Par contre, qu'on mette tous les moyens pour avoir les leviers commerciaux qu'ils attendent en termes de fidélité, en termes de mise en avant, visibilité magasin, ça c'est notre job. Alors pour terminer, si chacune vous lui donnez une opération, une action justement que vous avez menée et que vous aimez bien et qu'il faut mettre en valeur. Je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur la communication, donc peut-être que du coup je vais finir par ça. Alors moi je dirais la communication oui, mais la cacophonie non. Et effectivement, on a beaucoup communiqué sur les aspects environnementaux pour essayer de vendre les produits. Et maintenant, on sent que la réglementation nous rattrape et il y a un fort retour en arrière. Alors, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse, parce que quand on a des vraies différences environnementales, il faut pouvoir les promouvoir avec certains labels qui sont tout à fait valables. L'écolabel, la charte du nettoyage durable chez nous, c'est des labels tout à fait intéressants et très très différenciants. Mais il faut être quand même vigilant parce que sinon effectivement le consommateur finit finalement par se méfier et ne plus faire confiance. Un exemple d'action qui a été menée par un de vos adhérents, par la fédération? Alors, un exemple d'action qui a été menée par la fédération, notre feuille de route 3R pour réduire, réemployer et recycler. Donc, on a mené l'an dernier avec l'ensemble des adhérents de la fédération. Un fort mouvement en faveur de cette volonté de réduire l'empreinte plastique et de s'engager dans ces voies, même si effectivement ce n'est pas facile. Les solutions simples, ça n'existe pas, sinon on les aurait déjà expérimentées. Mais on y travaille et on avance sur ces sujets-là. Aurore ?
On a beaucoup parlé d'environnement, mais je dis toujours, dans la RSE, il y a deux jambes, une jambe environnementale et une jambe sociétale. Et sur la partie sociétale, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est tout ce qui est opération de produit partage. Voilà, cet été, par exemple, on a aussi une opération avec Carrefour. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en avant une association et que une partie, en fait, de la promotion soit reversée à une association. Et ce type de projet-là, on parle aussi au cœur du shopper. Et en fait, ce sont des opérations qui marchent très bien et qui sont importantes aussi pour nous. On aime bien travailler vraiment sur les deux volets, aussi bien environnemental que sociétal. Et voilà, l'opération produit partage, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Agathe? Moi, je vais reciter le sujet de la consigne. Parce que le réemploi, pour nos entreprises, c'est quand même un défi immense. Et en même temps, si on arrive à le craquer, qu'il y a un changement hyper positif de notre modèle. Donc j'y crois beaucoup. Je pense que évidemment Carrefour y croit beaucoup. On s'est doté d'objectifs très importants sur le vrai emploi. Donc on compte sur les marques pour le faire avec nous. Et donc vraiment, c'est un appel du pied à tous les autres partenaires. Il faut craquer ce sujet de l'économie linéaire et aller vers le réemploi. Ouais. Le recyclage, c'est très bien, mais il faut aller vers le réemploi. Ouais. Et sinon, vous avez dit, via votre compte LinkedIn, des PME, vous attendez. J'attends les PME, allez-y, écrivez-moi. Allez-y, c'est le moment. Soyez les 100 premiers. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir écoutés. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à conseiller de voir le replay des 2 tables rondes et surtout retenez bien la date du 18 septembre, la Conso s'engage, vous aurez le congrès La Conso s'engage et le soir un dîner avec 200 personnes pour la 11e édition des trophées La Conso s'engage. Merci à vous 3, merci à vous, à bientôt sur lsa.fr ou dans un événement LSA. Merci, à bientôt.